Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue au pied du stade Vélodrome devant cette ligne d'arrivée de la 46e édition du Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. Alors pour le moment, on n'est pas du tout dans l'effervescence qui régnait ici pour le match OM Monaco hier soir. C'est beaucoup plus feutré. Mais voilà, ce boulevard Michelet va se remplir progressivement de spectateurs comme chaque année. Les coureurs sont attendus ici vers 16h45 pour l'arrivée. Alors Nicolas, ce parcours, il va être vallonné. On le sait, 2900 mètres de dénivelé sur 167 km. Ça va être difficile. Oui, c'est une course difficile qui offre beaucoup d'opportunités pour les attaquants et d'un final explosif. À 35 km de l'arrivée, nous arrivons sur la route des Crêtes qu'on fera en sens inverse de l'année passée et l'ascension finale et historique de la Gineste qui bascule à 10 km de l'arrivée et cette interminable ligne droite jusqu'au boulevard Michelet. Alors ce boulevard Michelet qui verra sans doute un nouveau vainqueur puisque l'Américain Nelson Poles n'est pas là cette année. Les 140 coureurs présents au départ se sont élancés ce matin de l'Estac avec une chute malheureusement pour l'un d'entre eux dès le départ. Ils ont ensuite pris la direction de Septem-les-Vallons. Dans ce peloton, on compte des favoris français forcément. Kevin Vauquelin, on pense à Axel Zinglet, on pense à Mathieu Burgodeau qui a brillé sur les routes du Tour de France. Et puis pour les étrangers, on pensera à l'Italien Matteo Trentin et au Danois Magnus Cort Nielsen qui ont remporté tous les deux des étapes sur les 3 grands tours. Quant à nous, on vous propose tout de suite de découvrir ce parcours. Le départ donc de Septem-les-Vallons ce matin avec d'abord une petite mise en bouche on va dire effectivement et puis tout de suite ça vallonne, on le sait hein, l'arrière-pays est vallonné avec notamment les passages du col de l'Espigoulier puis ensuite une redescente par Gémenos. Bien sûr ils avaient passé déjà le pas de la Couelle pour commencer la journée. Et enfin, il y a quelques minutes, ils ont passé le col de l'Ange et puis bien sûr le morceau que tout le monde attend, Nicolas Roche, cette route des Crêtes que l'on va emprunter dans le sens inverse des autres années. Expliquez-nous un petit peu. Oui, donc cette année, les organisateurs ont fait le choix de le faire en sens inverse. Donc il n'y a pas cette rampe extrêmement difficile comme on avait eu d'autres années. Le premier kilomètre qui avait même un passage à plus de 20%. Cette année, la bosse est légèrement plus simple, mais attention, il y a un bon vent de dos sur la crête. Donc là-haut ça souffle, ce qui encouragera aussi les coureurs à attaquer puisque ça sera bien favorable. Une descente très rapide et on sera déjà au pied de la Gineste. Au pied de la Gineste où bien sûr il faudra de nouveau faire la différence ou alors attendre la descente comme l'avait fait l'année dernière Nelson Poles, l'Américain qui s'était imposé en solitaire sur ce boulevard Michelet, chose assez rare. Allez, en tout cas, la météo elle est clémente aujourd'hui. Hein. L'année dernière, on le savait, il faisait froid. Les coureurs avaient tous les manchettes. Aujourd'hui, le vent est dans le dos, le soleil est là, donc tout devrait bien se passer. Et puis, la course a déjà commencé finalement, hein, comme souvent, Nicolas. Dès le début de la course, une première échappée s'est constituée. Oui, hein, sur ce Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, on est habitué à avoir des échappées qui partent relativement tôt. Souvent des petites échappées, 4-5 coureurs. C'est encore une fois comme l'année passée, hein, c'est les équipes qui sont là, on voit les équipes des favoris qui sont déjà en tête de peloton derrière, qui contrôlent. Et alors du coup on vous décrit un petit peu, hein, vous le voyez sur la gauche de l'écran, la composition de ce groupe de tête. Celui qui vient de laisser son relais en rouge et qui descend le long côté gauche, c'est Hugo Toumir, le jeune coureur de la Cofidis. Juste devant lui, c'est l'équipe un petit peu locale, hein, c'est Nice Métropole Côte d'Azur avec Jean-Louis Leny. Juste devant Jean-Louis avec le dossard 106, vous pouvez découvrir Yele Vermouth, le Belge, 22 ans. Et puis juste devant lui encore un autre Belge, Alex Coleman. Alors lui, on va pas le présenter en fait, puisque de toute façon à 25 ans, c'est un baroudeur extrême. C'est le meilleur grimpeur des 4 jours de Dunkerque ces 2 dernières saisons. C'est pour vous dire à quel point il aime être devant et à l'attaque. Et enfin, bien entendu, le dernier qui était en tête de l'échappée, c'était Théo Delacroix. Et tout de suite, 2 minutes derrière pour le moment, le peloton qui roule. Et forcément, les équipes World Tour qui prennent les relais pour essayer de maîtriser ces échappées. Avec l'équipe Uno X en tête pour le moment, juste derrière elle Arkea. Et ceux qu'on a vu surtout à l'œuvre depuis le départ, Decathlon AG2R, Citroën. Oui, effectivement, c'est les grosses équipes sur cette course. Uno X pour moi est l'équipe la grande favorite avec Magnus Cort, vainqueur sur les routes du Tour de France. On s'est souvent en forme en début de saison. Allez, on vous laisse profiter de ces beaux paysages, de ce soleil intense.
Et puis pour vous dire aussi que voilà, on le rappelait, hein, la météo l'année dernière, on le disait, ils étaient partis au départ, il faisait 7 degrés. Là, il fait un petit peu plus frais, hein, c'est un vent quand même assez froid, mais qui pousse les coureurs, donc qui va les aider tout au long de la journée. Mais au moins, il fait 15 degrés, 16 degrés. Enfin, pour un début janvier, on aime courir dans ces conditions finalement, Nicolas, vous ancien coureur. Oui, là, c'est vraiment une journée parfaite pour cette période de l'année. L'année passée, ils avaient un petit peu froid. On les voyait au départ, ils avaient les jambières, les cache-coups. Là, aujourd'hui, c'est vraiment... on ne peut pas rêver mieux pour une journée de janvier. Mais attention, c'est trompeur parce qu'à l'ombre, il fait encore frais. Et c'est un petit peu dangereux aussi sur ces petites routes parce que la partie au soleil reste très propre. Et dès qu'on arrive dans l'ombre, ça devient un petit peu humide. Donc, il faudra faire attention dans les descentes, quelques-unes qui sont relativement techniques. Alors, l'écart était monté hein, à plus de 3 minutes. Et bien entendu, voilà, plus on se rapproche de l'arrivée, plus il diminue sous l'effort conjugué voilà, sur toutes ces 3 formations, Arkea, BNB Hotel, Decathlon, AG2R et puis l'équipe UNOX, les Norvégiens d'UNOX. Pourquoi selon vous ces 3 équipes finalement on a l'impression en tout cas que elles ont toutes des atouts un petit peu que ce soit au sprint ou au punch. Ils ont plusieurs atouts et ils savent que de toute façon il faut revenir sur ces attaquants pour pouvoir l'emporter aujourd'hui. Oui, je pense que Decathlon AG2R la mondiale a vraiment une belle carte à jouer avec Paré Peintre. On a parlé aussi de Arkea BNB Hotel. Ils ont Mozzato si ça arrive au sprint. Vauclin qui a été excellent au début de saison l'année passée. Et évidemment, encore une fois, une OX avec Magnus Cort. Et on retrouve nos échappés avec donc 2 Belges et 3 Français. L'important hein, pour ces équipes, alors on le dit, hein, on le répète souvent, mais voilà, il y a aujourd'hui 5 équipes de World Tour, donc c'est le plus haut niveau français, avec notamment 4 équipes françaises. Ensuite, il y a des équipes qu'on appelle continentales, et ensuite des équipes finalement, continentales pro, et enfin un 3e rideau, les équipes continentales. Voilà, c'est toujours compliqué finalement de s'y retrouver. En gros, voilà, on répète souvent, mais c'est comme s'il y avait la Ligue 1, la Ligue 2 et la Nationale en même temps, au même endroit, quoi. C'est un petit peu ça, oui. Alors qu'on a une belle vue là du circuit du Cassel. Et du coup, pour en revenir justement aux fameuses équipes, l'important pour ces équipes, notamment de 3e division, c'est d'être dans l'échappée, quoi. C'est de se montrer. Elles savent qu'elles n'ont pas forcément les coureurs pour pouvoir gagner, ou en tout cas pouvoir gagner en restant avec les meilleurs dans le peloton. Donc il faut toujours anticiper, quoi. Oui, il faut anticiper. C'est aussi un honneur à l'organisateur quand on vient sur une épreuve comme ceci. Il faut montrer qu'on veut aller de l'avant, faire une course dynamique. Il y a qu'un certain nombre de coureurs qui peuvent prétendre à la victoire. Dans ces équipes-là, ça reste encore très difficile. Mais c'est des équipes qui sont extrêmement importantes. C'est des équipes formateurs. Et quand on regarde la moyenne de certaines équipes, on n'arrive même pas à 21 ans. Donc elles ont un rôle vraiment important sur ce genre de course. Pas seulement aller montrer le maillot à l'avant de la course, mais aussi donner une chance à ces espoirs, à ces jeunes coureurs plutôt, de s'intégrer dans un peloton professionnel et de créer une petite expérience pour passer après plus tard, peut-être en Continental Pro ou en World Tour. Et justement, on parlait donc des équipes de 2e division et de 3e division qui sont ici en tête. Mais on le disait, en tête de peloton, c'est Aurélien Paré-Peintre que Sabrina Soalmia a rencontré ce matin. Et on voit les Decathlon AG2R qui mènent la course, et c'est pas pour rien. Les Decathlon AG2R ont une véritable stratégie, on l'écoute. L'ambition c'est de gagner la course, que ce soit moi ou un mec de l'équipe. Voilà, c'est vraiment notre ambition aujourd'hui, remporter une victoire. Elle est plutôt articulée, on a plusieurs cartes en termes de grimpeurs pour la route des crêtes, que ce soit moi ou Alex Baudin. C'est vrai qu'on a un sprinter aussi, Pierre Gautra, qui peut aller vite et qui passe pas trop mal les bosses. Voilà, notre but c'est de faire le point au sommet des crêtes, voir qui est là et qui sont les forces en présence, et on adaptera vraiment notre stratégie pour la fin. Mais voilà, il faut qu'on ait plusieurs cartes parce que on peut s'attendre à différents scénarios. Et oui, il parlait de Pierre Gautra, qui a fait 2e de la Ruta della Ceramica le 21 janvier dernier. Donc il a raison de dire Pierre Gautra, il est en forme. Oui, il a aussi raison on a parlé de plusieurs scénarios. C'est une course qui est très difficile à anticiper. Le résultat, dans son passé, c'était une course historiquement qui arrivait au sprint, un peloton de 50-60 coureurs. On a eu seulement 2 arrivées dans les dernières 30 années en course solitaire. C'était Richard Virenque en 97 et
Poles qui a gagné en solitaire l'année passée. Aujourd'hui, vu comment la configuration de ce nouveau parcours permet beaucoup plus aux coureurs de s'échapper, de s'exprimer. On voit aussi le peloton est différent. Il y avait certaines équipes qui venaient avec vraiment des vrais sprinteurs, qui avaient envie de contrôler la course. Là, on a des courses qui est vraiment beaucoup plus décousues. Et je pense qu'on aura un scénario similaire à l'année passée. Alors, parce qu'on aura un coureur qui arrive seul, mais je vois en tout cas un groupe très réduit. Parce qu'on le rappelle, Aurélien Paré-Pinte, si on l'a interviewé, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quand même un ancien vainqueur du Grand Prix cycliste La Marseillaise. C'était en 2021 et justement lui s'était imposé dans un petit groupe. Hein. On voit souvent des sprints, mais c'est quand même rarement des sprints massifs avec 90 coureurs. Le parcours est tellement sélectif pour un début de saison que c'est pas possible d'arriver, en tout cas avec les plus grosses cuisses du peloton, à l'arrivée. Et vous le voyez justement le palmarès avec donc Nelson Poles, on le disait, hein, qui s'était imposé l'année dernière en solitaire, Amaury Capiot qui est présent aussi au départ cette année, hein, mais qui a eu une saison 2023 relativement compliquée avec 2 opérations du genou qui l'ont éloigné de la course tout simplement. Il revient mais il sera plus au service de ses leaders Kevin Vauquelin et du sprinter de poche Luca Mozzato. Et puis bien sûr Benoît Cosnefroy, voilà, Anthony Turgis, Alexandre Géniez, Arthur Vichot, c'est des noms qui parlent quand même. Oui, c'est des noms qui parlent et comme vous avez mentionné avant, c'est des coureurs qui sont rapides, mais c'est pas des sprinters purs, c'est des coureurs qui sont capables de régler des groupes de 20-30 coureurs. C'est quasiment même un peu des coureurs de classique quasiment. C'est vrai que c'est toujours compliqué finalement de donner des favoris parce que la trêve hivernale en cyclisme c'est quand même une période qui est relativement longue. Certains coureurs prennent du poids pendant les fêtes, ont du mal à le perdre. Certes, beaucoup rentrent de stage aussi. Hein, on le sait notamment la Total Energy qui rentre pour certains, pour Mathieu Burgodeau notamment et Julien Djegat du Rwanda où ils ont passé 20 jours à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc on a beau faire ces stages, finalement tout le monde n'arrive pas forcément avec la même forme au départ. Non, alors maintenant c'est vrai que le surpoids hivernal c'est presque oublié. Les coureurs sont tellement contrôlés et soumis à une diète relativement stricte mais beaucoup plus équilibrée, qu'il y a moins ces écarts de poids comme il pouvait y avoir il y a 10 ou 15 ans. Et en plus parce que simplement ils ont beaucoup plus d'informations, ils savent mieux gérer leur alimentation. Et prendre les 4-5 kilos, oui, ça se fait encore, mais ça se voit de moins en moins. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'un vainqueur de l'année passée ne veut pas dire qu'il soit automatiquement en forme cette année. Une saison est longue, la trêve hivernale est aussi très longue, et il y a des coureurs qui sont aussi qui maturent, qu'une année sur l'autre deviennent de plus en plus forts. Alors que vous voyez en ce moment le château de Julance, qui a été construit à la fin du XVIIe siècle, de style romano-byzantin, et qui a eu différents propriétaires qui se sont succédés au fil des années et qui trônent toujours là, tranquillement. Donc un peloton qui est encore quasiment complet. Hein. On n'a pas eu de grosses bagarres encore derrière, même si on arrive à moins de 50 km de l'arrivée. On a vraiment l'impression que derrière on attend cette route des Grettes pour vraiment tout dynamiser, pour exploser. Alors c'est vrai que par rapport au col de l'Ange jusqu'à la route des Crêtes, c'est une route qui est assez vallonnée, c'est pas une vraie descente, ça descend à 3-4%, mais il faut pédaler. Et justement, les coureurs sont en avance sur l'horaire qui était prévu. C'est peut-être pour ça qu'il y a tout le monde. Alors il y a le vent dans le dos, on le disait, donc forcément c'est plus facile de suivre déjà, on est moins impacté. Mais qu'est-ce que vous en pensez vous justement est-ce que le nouveau parcours, le fait que les grosses difficultés soient allées à 40 km de l'arrivée, on va plus se rapprocher d'une course un peu ardennaise justement où on va arriver avec un gros peloton comme ça au pied de ces dernières difficultés et puis là tout de suite il va falloir dégainer si on veut espérer en tout cas arriver dans un groupe assez réduit quoi. Oui, tout à fait. Le début de course est vallonné, il n'est pas plat du tout. Il y a quand même 3000 mètres de dénivelé quasiment sur cette journée. Donc on monte, ça descend. Il y a des spigouliers, il y a des cols qui sont connus et reconnus dans le coin. Mais le fait d'avoir cette échappée qui part relativement tôt, cette année ils n'ont pas donné beaucoup de champ. Ils les gardent à 3 minutes. Il y a différentes tactiques. Des fois on laisse 7-8 minutes et on met vraiment un coup d'accélérateur. Ça se fait beaucoup moins maintenant. C'est vraiment se garder ce tempo, garder l'échappée à 2-3 minutes, toujours assez
relativement proche. Et après avoir vraiment une guerre de placement, on voit déjà les grosses équipes qui commencent à se placer parce que dans moins de 10 km, ils vont arriver au pied de la route des crêtes. Alors on le voit à l'avant, ça rigole pas. Les coureurs, depuis qu'on a pris l'antenne il y a quelques minutes, ont déjà perdu 30 secondes à l'avant de la course. Ce qui va être peut-être compliqué justement, c'est on a l'impression d'être plus dans un travail de sape, où il va falloir essayer d'enchaîner des gros relais pour pouvoir distancer tout le monde. Le vent dans le dos, ça favorise aussi ceux qui sont peut-être un petit peu moins forts ce jour-là. Ça va être compliqué de distancer les sprinteurs, pas forcément. Non, au contraire, c'est une fausse idée. C'est le vent de face qui facilite la vie des sprinteurs, surtout dans les bosses, parce qu'ils ont de quoi s'abriter et en général ça monte beaucoup moins vite. Donc la différence de puissance entre la coureur qui est devant et celui qui est dans les roues est beaucoup plus importante. Donc en fait les bosses qui sont compliquées à gérer pour un sprinter, c'est les bosses vent de dos parce que ça monte très vite et entre guillemets il n'y a pas d'endroit pour s'abriter. C'est simplement tout le monde est à puissance égale. Il y a moins ce phénomène d'aérodynamisme avec un vent de dos dans une bosse, je dis bien, parce qu'après quand on arrive sur des parties planes, encore une fois c'est d'autres choses. Mais donc une bosse vent de face est plus facile à gérer pour un sprinter qu'une bosse vent de dos. Avec toujours ce peloton dans l'arrière-pays qui se rapproche tranquillement de la Ciotat. Maintenant, ça va être intéressant de savoir, parce qu'on voit les équipes utilisent beaucoup de force pour rester placées. On les voit, les 4 grosses équipes principales avec la Lotto qui est juste derrière, Lotto Destiny. On a vu aussi quand même les équipes françaises, toutes les équipes françaises placées à l'avant de la course. Ça va être intéressant de savoir qui est la première équipe qui va attaquer au pied de la route des crêtes. La seule équipe française finalement qu'on ne voit pas travailler à l'avant du peloton, c'est en tout cas la Cofidis dans les World Tour, puisqu'ils ont mis un homme devant. C'est aussi ça peut être une technique de s'appuyer sur un coureur à l'avant comme ça, ou sur une course comme celle-ci. C'est pas forcément obligatoire. On l'a vu l'année dernière notamment avec la Groupama FDJ, Enzo Paleni, le jeune coureur français, était devant toute la journée, et quand Lenny Martinez avait fait le jump, il avait pu compter sur lui notamment pour prendre moins de relais que les autres dans l'échappée un petit peu plus grosse qui s'était constituée en fin de journée. Oui, ça peut aider. C'est vrai que si le coureur arrive à passer la route des crêtes, ça veut dire qu'on a un coureur d'une équipe importante ou un équipier à l'avant de la course. Il y a une règle, c'est toujours plus facile d'être à l'avant et d'attendre un équipier, son leader, que d'être derrière et d'essayer de boucher un trou. Donc c'est toujours une carte supplémentaire. Cependant, on devrait quand même voir Cofidis à l'avant de la course et rester placé. Ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'ils ont un coureur à l'avant de la course qu'il ne faut pas y être derrière au moment du positionnement au pied de la route des crêtes. Ça va être primordial de rentrer. La route est relativement étroite. On le voit maintenant à l'image d'ailleurs, bien avant la route des crêtes. Mais c'est important le positionnement. Donc c'est bizarre qu'on ne voit pas encore à l'image Cofidis. À l'image par contre on voit bien Théo Delacroix, le jeune coureur, 24 ans, qui est né à Lons-le-Saunier, 1m86 pour 70 kg et qui porte les couleurs de Saint-Michel-Mavic Aubert 93. Il a fait quand même 2e du Grand Prix de Ploué, qui est pas rien, qui est quand même une course qui est relativement difficile. Donc avec son gabarit comme ça, 1m86 pour 70 kg, il peut réussir en tout cas à faire partie de ces derniers échappés encore, éventuellement si un groupe réussit à les rejoindre. Oui, là, comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment difficile de savoir à quel niveau ils sont. Vous avez mentionné, beaucoup de coureurs reviennent de stage. D'ailleurs, on va dire les 3/4 des équipes ont fait des stages au mois de janvier. Beaucoup en Espagne pour profiter un peu des quelques degrés de plus. Voilà, là on voit aussi les Alpecin qui viennent à se positionner. Ouais, c'est vraiment la guerre du placement, on le sait, plus ça va aller, plus les routes, en tout cas en termes de largeur, vont se réduire. Et puis là, si vous êtes en cœur du peloton, pour pouvoir sortir et placer une attaque, c'est fini, quoi. Oui, là c'est vrai qu'on voit, le peloton occupe toute la largeur de la route. D'où l'importance de se positionner à ces moments de changement de direction ou de changement de route. Et là on le voit, du coup le positionnement est fait. Maintenant c'est garder sa position, défendre sa place. Donc c'est un peu les quelques trains qui se regardent. Là il n'y a plus intérêt à aller beaucoup plus vite. D'ailleurs on le voit, là, il y a quelques coureurs derrière qui sont même en roue libre. Là maintenant c'est le positionnement est fait et on attend. Allez, retour sur l'échappée avec justement le numéro 36, Hugo Toumir de la Cofidis. Et ce matin, Sabrina Soalmia a pu recueillir un petit peu les impressions d'Axel Zinglet, son leader, pour savoir quels étaient les objectifs de la Cofidis aujourd'hui.
C'est toujours difficile sur cette course entre attaquer dans la route des crêtes ou attendre le sprint. Nous on a une équipe quand même complète avec des bons grimpeurs, donc on va pouvoir déléguer un peu dans la route des crêtes et moi je vais me concentrer plutôt dans un rôle de finisseur. Voilà, chacun son rôle finalement dans une équipe. C'est ça qu'on a la chance, comme l'équipe Cofidis, de pouvoir compter sur un Axel Zinglet qui finit très fort. On sait qu'ils ont Stefano Oldani aussi qui sprinte bien. Un Alexis Goujard qui vient de revenir parmi les professionnels après une année chez les amateurs, qui est un baroudeur sans fin. Ça offre un panel de choix finalement pour le directeur sportif. C'est ça aussi qui peut être intéressant. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui ont intérêt à rendre la route des crêtes difficile. Et au contraire, il y a d'autres équipes qui n'ont peut-être pas le grimpeur le plus performant du peloton et qui ont intérêt à ce que la route des crêtes soit faite plus contrôlée, en espérant passer ou être retardé par quelques secondes, rentrer et ensuite s'accrocher dans la gineste et arriver pour un petit sprint. Donc toutes les équipes n'ont pas intérêt à rendre la route des crêtes difficile. Allez, on vous laisse profiter de l'architecture magnifique de l'église Sainte-Roseline à Roquefort-la-Bédoule. Roquefort-la-Bédoule, 6000 habitants, les Bédoulins. C'est un village viticole avec 220 hectares de vignes. Il compte 5 domaines privés, une coopérative qui propose des vins renommés et appréciés. Et le travail des vignerons a d'ailleurs été récompensé par l'attribution du label AOC Côte de Provence. Allez, retour sur le groupe de tête avec devant Jean-Louis Leny, le Français de 25 ans. Et s'il est en tête, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour rien, parce qu'il est né le 29 janvier. Donc on le sait, le Grand Prix La Marseillaise, c'est souvent le 28 ou le 29. Voilà, forcément, quand on a son anniversaire, ça donne un coup de boost. Alors même si c'est que demain, on a envie de fêter peut-être la chose avec un jour d'avance. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que l'anniversaire, bon, c'est une date qui est relative, mais quand on a une course, son anniversaire, on a toujours envie de faire mieux que n'importe quel autre jour, même si on doit se donner à 100% sur chacune des étapes ou des courses qu'on commence. Jean-Louis Leny, justement, qu'on voit en dernière position avec le dossard 165 de cette équipe justement de 3e division, l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Une équipe qui a décidé cette année de commencer plus tôt sa saison en Espagne justement. Avant, le Grand Prix cycliste de Marseille était souvent la première vraie course en Europe. Maintenant il y a deux courses en Espagne. C'est ça aussi de se dire, quand une équipe comme ça de 3e division, faut essayer d'être sans doute sur un maximum de courses pour optimiser sa forme aussi. Bon, c'est des choix qui sont faits par rapport à l'équipe de management, mais aussi avec les organisateurs. Peut-être que d'autres années, ils n'avaient pas été invités, alors que cette année, ils ont été invités. Mais il y a aussi de plus en plus de courses qui sont créées en début de saison. C'est vrai qu'avant, ça s'appelait le Grand Prix d'ouverture, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le Grand Prix d'ouverture, c'est le Grand Prix d'ouverture en France. On a des courses en Espagne, on a des courses en Australie, on a le Saudi Tour. Donc il y a déjà pas mal de courses qui ont été faites. Elle est sur la droite de la route, la Groupama FDJ qui remonte avec en 3e position Kevin Genietz. On sait aujourd'hui, pour la Groupama FDJ, ils ont 2 cartes à jouer. Si ça doit s'échapper, on va dire, un petit peu loin de l'arrivée, on va compter sur Kevin Genietz qui a l'habitude d'être en forme en début de saison. Une chute sur la gauche! Une chute sur la gauche avec un coureur de la Cofidis. Ça repart tout de suite en tout cas pour le coureur d'Arkea. Aïe aïe aïe. Par contre ça a l'air plus compliqué en bas à gauche pour le coureur de Roubaix. On l'a dit, c'est piégeux. Là pour le coup la route est plus large. Mais malheureusement il y a tellement de monde encore à ce moment là de la course qu'il peut y avoir des frictions. Oui, avant on avait l'habitude de dire que les chutes arrivaient en queue de peloton. Aujourd'hui c'est plutôt le contraire. Donc on va voir le ralenti. Ouais, on a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose sur la route, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont eu tendance à tirer tout droit à gauche. On le voit même derrière, le coureur de Tudor qui rentre tout droit dedans, qui n'a pas réussi à s'arrêter. C'est Simon Guglielmi que vous voyez au centre de l'écran avec le maillot Arkea BNB Hotel. Et là pour ces coureurs malheureusement de Saint-Michel-Aubert et de Roubaix, ça va être beaucoup plus compliqué de revenir parce que le peloton est lancé. On est à 40 km, moins de 40 km de l'arrivée. Et c'était pas le moment malheureusement pour tomber. Pour eux, on peut d'ores et déjà dire, la course est finie, Nicolas. Oui, en plus ils avaient l'air un peu secoués. Et là ça va rouler très vite. On l'a vu à l'avant du peloton. Le positionnement est
est vraiment important. Toutes les équipes mettent énormément de pression à l'avant de la course. Dans les coureurs touchés, on a vu aussi l'Italien hein, Stefano Oldani, le numéro 34 de la Cofidis. Voilà, on en parlait tout à l'heure, ça pouvait être un élément clé pour le sprint d'Axel Zingler. Bah, s'il n'arrive pas à rejoindre le peloton, ça fera un élément de moins dans le train pour l'amener. Ça peut compter ça aussi. Oui, mais je pense qu'il aura du mal à rentrer. Et s'il rentre, le timing va être très short parce qu'on va être très rapidement dans la première pente de la route des Crêtes. Et on le voit à l'avant de la course, ça roule très fort. Le peloton mené par les Lotto Destiny. Bon, apparemment tous les coureurs sont repartis. Plus de peur que de mal, mais malheureusement pour certains la course est d'ores et déjà finie. Et puis en tête, bah, c'est souvent ce qu'on dit finalement, les descentes, il vaut mieux dans ces cas-là être dans le groupe de tête. C'est souvent dans les descentes, dans des descentes techniques comme ça que les échappés perdent moins de temps sur le peloton. Alors, cette descente, elle est pas vraiment technique. Le problème, c'est qu'on arrive avec tellement de vitesse qu'on peut se faire surprendre par ces longues courbes qui se referment. Là, c'était simplement... j'avais du mal à voir, je regardais bien sur le ralenti parce que au départ, je pensais qu'il y avait peut-être un accrochage, mais on dirait qu'il y a un coureur qui tire tout droit, qui se fait un peu surprendre. Mais derrière, un peu la même chose. Donc, est-ce qu'il y avait une petite portion un peu mouillée sur l'intérieur, enfin sur le milieu de la route que les coureurs ont voulu éviter? Là voilà cette fameuse route des Crêtes qui va sans doute une nouvelle fois être quand même le juge de paix de cette 46e édition du Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. On l'a vu, l'écart est redescendu énormément. Là, ils sont à moins de 40 secondes. On peut avoir un regroupement même avant le début de la route des Crêtes. Je pense que ça va être, ça peut être envisageable, oui. Je pense qu'ils se feront reprendre dans la route des Crêtes, mais on y arrive là, hein, quasiment dans la route des Crêtes. Encore un petit peu de temps avec les échappés. On le rappelle, Jean-Louis Leny de Nice Métropole, Théo Delacroix de Saint-Michel-Aubert, Alex Coleman que vous voyez juste devant avec le dossard 112 qui est un Belge, Yele Vermouth qui ferme la marche à l'arrière et Hugo Toumir que vous venez de voir passer de l'équipe Cofidis. Voilà, on le voit bien là, dans certains virages, il y a encore des parties ombragées qui sont légèrement humides. Donc, quand on arrive à des vitesses aussi importantes, c'est très facile de se faire surprendre. En plus, on l'a vu, hein, le peloton était vraiment en contact. Toutes les équipes sont regroupées sur l'avant du peloton pour placer leur leader. Et l'avant du peloton, justement, avec toujours les Décathlon AG2R qui sont en train de mener. Et on les a vus un petit peu disparaître là pour le moment de l'écran, les Groupama. Et parmi les Groupama, alors il y a une histoire belle aujourd'hui. Il y a un très jeune qui s'appelle Maxime Decomble qui n'a que 18 ans et il a été prévenu en fait hier soir. Alors lui il est de La Ciotat, il vient de rejoindre cette année la formation Groupama FDJ mais dans l'équipe continentale et puis finalement il a dû suppléer Enzo le 8-12 qui est tombé malheureusement et du coup finalement le voilà au milieu d'un peloton professionnel avec le dossard en plus numéro 13 de son département. On l'écoute tout de suite. Je suis à la fois heureux mais aussi stressé parce que c'est une grande course, mais voilà, il faut que je mette de côté les émotions et bien me concentrer sur la course et faire au mieux pour l'équipe. Faire au mieux pour l'équipe, on l'imagine, avec beaucoup de stress. Faire au mieux pour l'équipe quand on a 18 ans, c'est quoi? C'est rouler pour son leader, c'est le protéger. C'est ça, suivre les ordres du directeur sportif, peut-être faire les allers-retours à la voiture pour apporter les bidons ou les habits en trop qu'on avait en départ de course. En tout cas, on le voyait assez heureux. Et il a bien raison, parce que c'est une belle opportunité pour ces jeunes coureurs français. Allez, nous sommes à 35 km de l'arrivée. Vous êtes bien sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous êtes en compagnie du groupe de tête. 5 coureurs échappés depuis le départ, mais qui n'ont malheureusement plus que 30 secondes d'avance à l'approche de la fameuse route des Crêtes. Alors ce sera moins pentu que l'année dernière, puisqu'on le rappelle, on va le prendre dans l'autre sens. Mais par contre, il n'y aura pas de répit, à peine une petite descente. Et ensuite, on enchaînera avec le col de la Gineste et l'arrivée sur le boulevard Michelet. Allez, en tête du peloton, toujours un énorme travail de la formation Décathlon AG2R qui a changé une partie de son sponsor. C'était AG2R Citroën l'année dernière, c'est Décathlon AG2R cette année. C'est souvent comme ça finalement, c'est souvent les mouvements d'équipes. On a parlé de fusion dans des grosses équipes, c'est souvent agité le mercato même des sponsors finalement l'hiver, Nicolas. Oui, c'est très commun même qu'un sponsor parte d'une équipe pour aller retrouver une autre. D'où on doit bien faire nos devoirs aussi, nous, avant les courses, surtout en début de saison quand les noms changent.
Allez, pour vous, comment ça va pouvoir se passer justement? Ça va être un travail par étage. Chaque équipier des grosses équipes va avoir un travail à 100%, on va dire, pendant allez, 100 mètres, 200 mètres, 1 km. Et il va s'écarter au fur et à mesure. Et puis on verra bien qui reste en haut. Ou est-ce qu'on peut imaginer des coureurs assez forts pour essayer de sortir du peloton dès le début? Non, je pense que dans un premier temps, on va avoir un travail d'équipe et ensuite des attaques des favoris. Encore une fois, hein, on est en début de saison, c'est très difficile de savoir sa propre forme, mais aussi celle des équipiers. Et les équipes sont très balancées. Il y a souvent aussi des grands écarts entre les coureurs qui sont vraiment en forme et les coureurs qui ne sont pas encore prêts. Ce qui veut dire que quand le travail d'équipier doit être fait, souvent il peut le faire une fois, il ne peut plus aller reboucher un deuxième trou. C'est vraiment, on a une carte à jouer en début de saison. Allez, on vous laisse découvrir La Ciotat. « 35 000 habitants, La Ciotat. Hein. Situé au milieu d'un grand golfe, le golfe d'Amour, à 33 km de Marseille, à 40 km de Toulon. Se trouve au cœur du parc des Calanques. Ces deux calanques que sont le Muguel et les Figueroles, qui se différencient de celles de Cassip par leur couleur rouge aux formes typiques, le bec de l'aigle, la tête de chien. Et là vous voyez le Port-Vieux. Et on retrouve nos hommes de tête, ça y est, la route commence à monter. On n'a plus d'écart, c'est pas bon signe. Non, on le sait, hein, ils ont beau essayer de relancer Jean-Louis Leony qui relance l'allure, hein, qui était lui passé en tête du premier col de la journée au pas de la Couelle, parce que ça a beau être une étape d'un jour, on le sait, il y a quand même plusieurs classements, plusieurs récompenses, et on le voit juste au fond, qui viennent d'arriver, qui viennent de débouler le peloton. Autant dire que malheureusement pour ces 5 hommes, il y a peu de chances que l'échappée dure plus longtemps. Oui, on le voit, donc là on est dans la première pente qui est une des plus difficiles. 3,4 km à 8,4%. Et en haut, on a un plateau de quelques kilomètres avant la redescente. La Alex descente Tolman, il n'a pas cherché à aller plus loin. Il y a juste Yann Vermote qui tente d'insister. Et on a la première attaque aussi derrière. Et derrière, c'est un courant de la Groupama qui attaque. Le petit gabarit. Rémi Rochas peut-être déjà à l'offensive l'année dernière. Et il n'a pas essayé d'attendre justement qu'il y ait un tempo donné par une autre équipe. Il a décidé d'y aller tout de suite. Est-ce que c'est la bonne stratégie? On le sait, le vent n'est pas très important cette année. Alors est-ce que ça vaut peut-être le coup de partir comme ça un peu plus loin? C'était vraiment à la première rampe. Ça grandit l'écart là, une peut-être dizaine de secondes. Et c'est les coureurs de Kern Pharma qui sont à l'avant de la course. Et voilà, une autre accélération. Là, ça a l'air d'être un coureur de Decathlon H2R, un mondial. Il poursuit. Et derrière, on a l'impression que c'est Aurélien Paré peintre en personne qui prend les commandes. Le dernier échappé vient d'être pris. Et Kevin Genietz dans la roue en 3e position, qui marque le coureur de Decathlon AG2R. Voilà, hein, on veut faire travailler les autres et laisser filer son coéquipier. C'est aussi ça la stratégie, l'avantage d'avoir un homme qui attaque devant. On peut juste se placer derrière pour essayer d'embêter et d'empêcher tout retour. Oui, ou s'il y a un retour, rentrer avec. Là, c'est très bien joué. Et effectivement, en tête de peloton, les coureurs de l'Equipo Pharma, la formation espagnole. J'ai d'ailleurs croisé leur directeur sportif hier sur la route, qui était en pleine reconnaissance de cette fameuse route des Crêtes. Et il me disait que Pau Miguel Delgado, notamment son jeune espagnol, avait fait 7e de la Ruta de la Ceramica. Bien Rochas, hein, que vous avez raison. C'est ça. Et il me disait donc que Pau Miguel Delgado pouvait être une vraie carte pour eux aujourd'hui, mais qu'il y avait aussi bien sûr Francisco Galvan qui a déjà fait 3e du Grand Prix cycliste La Marseillaise en 2022 et 4e du Grand Prix cycliste La Marseillaise en 2021. Donc là on voit ça commence un peu à
assez tiré, il y a eu des petites cassures, ça a l'air de se regrouper derrière. Et là on a 3 hommes en tête, hein. Donc on répète, Rémi Rochas en tête, le petit grimpeur de la Groupama FDJ. Derrière, un coureur d'AG2R Citroën, je ne pense pas que ce soit Aurélien Paré-Peintre. Et enfin en 3e position, Kevin Genietz. Une accélération sur l'aide de Arkea Bébé Hotel. Et donc voilà, c'est Alex Baudin, le 3e larron. Il avait dit dans son interview d'ailleurs tout à l'heure, Aurélien Paré-Peintre, hein, si ça part dans la route des crêtes, ce sera pour moi ou pour Alex. Et ben on le voit, Alex Baudin qui est à l'attaque avec les 2 coureurs de la Groupama FDJ. Mais pour le moment, c'est toujours Rémi Rochas qui fait l'effort en tête du groupe. Mais malheureusement, ça ne creuse pas forcément trop l'écart. Après c'est toujours compliqué, on n'est que 3. Comme vous le disiez, le vent dans le dos, finalement, c'est pas plus favorable que ça à l'échappée. Pour le moment, non. Ensuite, oui, une fois qu'on sera sur le sommet. Mais c'est pareil, là, c'est Rochas qui fait un gros travail, il se retourne beaucoup. Il a même essayé de s'écarter à un moment, il s'est dit bon. Et je pense qu'à l'oreillette, ils lui ont dit essaie de faire le tempo. Alex Baudin, 1m83, 66 kg, lui est né à Albertville. Alors là, on a un super plan. Alors l'hélicoptère est à 800 mètres au-dessus de la route des crêtes parce que c'est un parc naturel. Donc il avait des restrictions de vol. Mais ça permet de bien voir les dégâts faits dans le peloton. Là, ils ont sorti le zoom là. Hein. Et ça nous permet de nous rendre compte des écarts. Effectivement, pour le moment, c'est toujours pas fait. Hein. On est toujours dans cette partie difficile. Alors on le rappelle, en plus, il y a un grand prix de la montagne encore à nouveau au sommet de cette route des crêtes. Mais ce sera pas réellement le sommet. Ça va encore grimper un petit peu après. Hein. C'est Tudor qui est en tête de peloton. Avec de nouveau un Groupama FDJ qui veille au grain, sans doute peut-être Quentin Paché, qui fait son rôle de tampon à la perfection pour empêcher les relais. Encore un bon groupe derrière, hein. Au moins 30 coureurs. Alex Baudin, vous voyez en 2e position, le coureur de Décathlon AG2R. Qui a participé au Tour d'Italie l'année dernière, puis qui avait été disqualifié suite à un contrôle positif au tramadol. Et alors, qui n'est pas interdit, qui est interdit depuis le 1er janvier en l'occurrence, et qui a été réintégré par son équipe justement après examen par le comité éthique de la formation française. Et le voilà de retour, c'est l'un des grands espoirs du cyclisme français lui aussi. Et on vous laisse profiter de ce plan magnifique de cette route des crêtes. Et donc finalement c'est la Cofidis qui a décidé de prendre les choses en main avec 2 coureurs. Sans doute voilà Axel Zinglet dans la roue de son coéquipier. Et puis voilà, hein, il commence à y avoir un peu moins de monde dans ce groupe de tête. Toujours les 3 hommes de tête et toujours un seul homme qui travaille. Hein. Il n'a pas eu de relais. Non, il fait son boulot là, il sait ce qu'il a à faire. Il faut économiser Genietz jusqu'au sommet. Voilà, 14 secondes, on nous dit à Radio Tour. Ouais. Non, ça creuse pas beaucoup. Non, ça creuse et pas je pense beaucoup, que c'est Thomas Champion qu'on voit derrière avec son grand gabarit là, qui protège Axel Zinglet, qui fait l'effort d'essayer de revenir au train. Et là, on voit par contre ce petit peloton, il y a une véritable cassure avec l'arrière de la course. C'est le moment justement d'essayer de créer peut-être ce groupe d'une vingtaine d'unités qui permettrait de se jouer la gagne en plus petit comité. Voilà, avec le petit écart sur le 3e groupe, je pense qu'il y a même une grande chance que si ces 2 groupes fusionnent, il y a un petit temps mort et ça permettrait au 3e groupe de rentrer et entre guillemets faire status quo. Alors finalement, est-ce que c'était une bonne idée? On le disait, hein, d'habitude cette route des crêtes elle était prise dans l'autre sens parce que c'était beaucoup plus pentu. Il y avait voilà l'accélération, on l'attendait sur le sommet. Et malheureusement, Kevin Genietz qui ne peut pas y aller. Non. Rochas qui se retourne. Allez. Alex Baudin, 22 ans, qui y va. Rochas qui a fait le plus dur du boulot depuis le début de la montée, qui ne peut pas y aller. Kevin Genietz va devoir se débrouiller tout seul pour revenir sur le coureur français. Et il part en costaud là. Ouais, c'est une très belle attaque. Il a vraiment attendu le bon moment. Il savait qu'il fallait pas y aller trop tôt.
Et là, par contre, l'avantage d'être seul sur le sommet avec on parlait du vent. C'est vrai que le vent de dos, à ce moment-là, c'est plus simple pour Baudin que s'il avait vent de face. Il va vite arriver sur la première rampe de la descente. Il faut avoir fait ce petit replat. Une descente très technique avec des pentes à 20%. Alors même en descente, il faut faire attention. Ouais, finalement, cette route qu'on va prendre dans l'autre sens, elle n'est pas si facile que ça. Il faut savoir lâcher les freins tout en contrôlant et éviter de se mettre en l'air parce que ça peut vite arriver. Hein. Les pentes à 30%, ça ne pardonne pas, quoi. Allez, Alex Baudin qui creuse l'écart. Kevin Geniez juste derrière. Et puis le groupe, hein, malheureusement, qui ne parvient pas à revenir, même sur Rémi Rochas. Il va falloir peut-être un peu de soutien avec la Cofidis. On voit un coureur de Tudor juste derrière pour sans doute Matteo Trentin, le sprinter italien. Mais pour le moment, c'est ici que ça se passe avec Alex Baudin en tête. On est à 28,7 km de l'arrivée et il aurait 17 secondes d'avance. On voit sa grimace, hein, ça rigole pas derrière. Kevin Geniez, il donne tout ce qu'il a pour essayer de revenir. Il va pas tarder à arriver sur le sommet. Allez, Alex Baudin, on le disait, 22 ans, 1m83, 66 kg. C'est lui qui est en tête en ce moment. Il a fait 20e du Tour du Doubs l'an dernier, 19e du Trofeo Laguia, 5e meilleur jeune du Tour de Down Under. Donc l'année dernière, il n'était pas venu ici parce qu'il était en Australie tout simplement. Et puis c'est quelqu'un quand même qui a déjà fait 20e du classement général du Tour de l'Avenir. On le sait, le Tour de l'Avenir, c'est vraiment le tour des moins de 23 ans, donc qui révèle sans doute souvent les futurs talents de demain. Oui, effectivement, le Tour de l'Avenir, c'est une course extrêmement importante. Je suis gentil que vous n'avez pas eu le Tour de l'Avenir. J'ai aussi gagné une étape sur le Tour de l'Avenir, porté le maillot jaune. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Je ne vais pas dire quelle année. Ça prouve que du coup, il y a souvent des coureurs talentueux au départ en tout cas. Oui, alors moi c'était un différent format, c'était les coureurs professionnels moins de 26 ans. Maintenant c'est les coureurs moins de 23 ans en équipe nationale. Mais par exemple, on a les Bernal, il y a énormément de coureurs qui sont aujourd'hui sur les premières marches du Tour de France ou vainqueurs d'étapes sur le Tour qui ont gagné le Tour de l'Avenir. Nicolas, Alex Baudin, c'est quoi son intérêt là? Est-ce qu'il faut qu'il continue à rouler fort tout seul en tête ou est-ce qu'à deux ça serait quand même pas un peu mieux d'attendre Kevin Geniez qui n'est plus très loin maintenant? Voilà, c'est ce qu'il a, il a fait le petit coup d'œil là. Il sait que s'il n'a pas autant distancé dans la partie difficile, sur la partie plus plane, c'est mieux si on a deux. Parce que même un petit coup dans la roue, ça fait du bien, ça permet de souffler. Donc il a bien joué, ça ne servait à rien là d'insister une fois qu'on est sur le replat. Surtout pour 4-5 secondes. Quand c'est 20 secondes, oui, là, faut vraiment insister parce qu'on se dit, il va craquer, il va craquer, il va craquer. À 5 secondes, c'est non, faut que rentre, il va pas me ralentir. Et en plus, il y a une grande chance que ça devienne profitable pour moi. Et on les devine un petit peu là hein, sur les crêtes. Ils sont à l'ombre finalement. On arrive en fin de journée, on est encore avec une lumière d'hiver. Et là, on voit bien les traces d'humidité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faut faire attention sur ces routes-là parce qu'on passe du sec à l'humide. Et changement de physionomie, voilà, en tête du peloton avec Uno X qui roule en tête. Tudor. Avec un coureur de Tudor qui va prendre la... Mais ça s'entend pas très bien, hein, c'est quand même plutôt bon signe pour les deux hommes de tête. Et on voit là, en 4e position Rémi Rochas qui s'est fait reprendre par le peloton. Et qui va du coup maintenant qui va changer de rôle. Qui maintenant va essayer de contrôler tous les coureurs qui souhaitent partir. Et puis là finalement on la connaît cette descente des crêtes très très sinueuse. Voilà, c'est pas large. Finalement, deux hommes peuvent très très bien conserver leur avance. Ouais, je pense que là, ils perdent pas de temps. C'est des coureurs qui sont très agiles hein, sur les vélos. Ça, c'est les virages où il faut vraiment faire attention. On est à 27 km de l'arrivée, Nicolas Roche. À votre avis, est-ce que les gagnants sont devant ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt pour le dire? Non, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Alors Tudor, si je ne me trompe pas, avait 3 coureurs dans ce groupe-là. Uno X avait aussi 3. Cofidis avait 3. Donc il y a encore des équipes qui sont en nombre. Alors est-ce que ça collabore? Oui, ça y est, voilà. Kevin Geniez avait besoin de récupérer un petit peu quand même de son effort pour revenir dans la roue d'Alex Baudin. Et ça se fait, hein, c'est compréhensible. Hein, quand Baudin il se retourne, il sait que si Geniez a fait l'effort pour revenir dans la roue, il va peut-être pas l'aider tout de suite. D'ailleurs, on l'a vu, Geniez a pris un relais vraiment symbolique. Mais des fois, le petit côté symbolique, ça emmène loin. Et ça veut aussi simplement montrer même qu'on est prêt à contribuer. Sauf qu'à ce moment-là, on peut pas. On a besoin de souffler un coup parce qu'il a fait l'effort. Il est rentré il a essayé de contrôler l'attaque de Baudin. Mais juste de passer, symboliquement, ça veut dire, t'inquiète pas, on est ensemble.
ne me lâche pas tout de suite. Je peux t'aider, pas beaucoup, mais je peux t'aider. Est-ce qu'on peut aussi imaginer quelques coureurs qui arrivent, comme là on voit le coureur de l'équipe Tudor et le coureur de l'équipe Uno X qui avaient pris quelques mètres d'avance. Est-ce que dans cette descente, un peu à l'image de Nelson Poles l'année dernière, des coureurs peuvent faire la différence? Voilà, ils vont ouvrir l'écart. Alors, est-ce qu'il y a pour vraiment faire la différence, alors qu'on voit l'attaque maintenant sur la droite de la route du coureur de Uno X? Alors, les coureurs de Uno X, j'imaginerais qu'on aurait Leknessund ou Magnus Cort. C'est une attaque assez forte et on voit encore. Est-ce que c'est pas cher? On sait pas cher, il aime un peu le braquet, donc ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Ouais, c'est bien le style comme ça de Quentin qui bondit tout de suite sur les attaquants. C'est aussi ça l'important d'avoir une équipe comme la Groupama FDJ qui a plusieurs leaders. Ça veut dire aussi plusieurs personnes qui sont capables de contrôler le peloton ensuite et d'éviter toute offensive. Oui, d'aller neutraliser les attaques. On l'a vu donc entre les deux pelotons déjà, le deuxième peloton, je pense pas qu'il rentrera sur le peloton des poursuivants. Il y avait à peu près 25 coureurs. Oui, parce que l'équipe Uno X aussi, on parlait de ces équipes qui ont plusieurs leaders. L'équipe Uno X, ils ont Magnus Cort Nielsen, le Danois, qui a quand même remporté des victoires sur les 3 grands tours. Ils ont Andreas Leknessund, qui est un énorme espoir du cyclisme mondial. Il a fait 8e du général du Tour d'Italie l'année dernière. Oui. Et puis ils ont des sprinters, ils ont Jonas Abrahamsen qui était sur le Tour de France, qui avait fait, il me semble, dans mes souvenirs, 3e de la 18e étape entre Moutier et Bourg-en-Bresse. Ou encore Rasmus Stiller. Ils peuvent jouer eux aussi sur un peu tous les tableaux, quoi. Oui, ils ont une belle équipe. On voit bien le vent derrière avec la mer, tous ces vents d'est. Et là, ça souffle fort. Hein. On vous laisse profiter parce que c'est quand même beau. Ce peloton qui file sur la route des crêtes. Oui, Leknessund, vraiment un gros talent du sport norvégien. J'ai été équipier avec dans sa première année, quand il était... à l'époque c'était Sunweb, puis DSM. Et c'est vraiment un coureur qui a un énorme moteur, très gentil garçon aussi. Et l'année passée, ce qu'il a fait sur le Giro, prendre le maillot. Et malheureusement, justement, Uno X n'arrive pas à faire la différence. On est toujours avec un groupe d'une vingtaine d'unités, à l'intérieur duquel il y a, il me semble, on vient de voir 2 Décathlon AG2R, dont Aurélien paraît peintre. Oui, ils sont 4, il me semble, encore de Décathlon AG2R. Donc c'est l'équipe qui a le plus de coureurs représentés. Plus un à l'avant. On le voit à la descente qui est vraiment tortueuse. Là ils sont dans les pentes les plus raides. Et on va pas tarder à arriver au pied de la dernière ascension. Il y a vraiment 2 km entre les deux jonctions. Allez, regardez ça, on vous laisse profiter. La Ciotat en fond, juste devant vous, le parc national des Calanques, on le disait. Si l'hélicoptère est aussi haut, c'est parce que on est en train de survoler le parc national des Calanques et qu'il faut faire attention aux animaux, notamment à un couple d'aigles de Bonelli qui est là, et on sait c'est une espèce qui est en voie de disparition, donc on fait tout pour protéger cette faune si particulière. Et on retrouve nos 2 hommes de tête. Kevin Genetz, le numéro 12 de la Groupama FDJ. Vous voyez sur son bras, il porte les liserés de champion du Luxembourg, lui qui est luxembourgeois. Et là, le relais est pris du coup par Alex Baudin, le numéro 2, le coureur de Décathlon AG2R la mondiale. Les 2 hommes en tout cas ont tout intérêt pour le moment à bien s'entendre. Oui, intéressant de voir qu'il a plus de bidon aussi. Donc j'espère qu'il va avoir un ravitaillement bientôt, parce qu'il n'y a pas la minute avec le peloton, il n'aura pas accès à un ravitaillement à la voiture. La voiture n'aura pas le droit de passer ce groupe pour aller à l'avant de la course. Il est fort possible qu'il ait un ravitaillement prévu où c'était au sommet ou alors au pied de la gymnaste. On n'a pas de ravitailler jusqu'à 20 km. Donc généralement les soigneurs se mettent, ou les assistants se mettent juste sous la banderole des 20 km, sauf s'il y a l'autorisation du jury en cas de forte chaleur par exemple. Ils ont le droit d'aller jusqu'à 10 km même. Puis on est obligé finalement sur une course comme ça de prendre ses dispositions. On le voit clairement avec des routes comme ça. C'est impossible pour une voiture suiveuse de venir ravitailler ses coureurs, quoi. C'est difficile, surtout qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui se sont formés dans cette ascension et aussi dans cette partie plus descendante. Alors que les coureurs arrivent tranquillement justement
sur Cassis que vous découvrez à l'écran. 7000 habitants, excusez-moi, qui était déjà une bourgade d'importance à l'époque gallo-romaine, rattachée au comté de Provence au XVe siècle. C'est une ville méditerranéenne qui s'est principalement développée dans le courant du XVIIIe, notamment autour de son port. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, les activités économiques se diversifient. Et Cassis est connu mondialement pour son huile d'olive, ses vins, sa pierre ou encore son travail du corail. Et le port que vous venez de voir, en plein centre-ville, au pied du fort. C'est un port de pêche, de commerce et de plaisance. Il y en a pour tous les goûts finalement. Lorsque j'étais à Aubagne avec le Vélo Club La Pomme, dans mes années espoir, on venait à Cassis boire le petit café sur le port. C'était notre journée de repos. Et eux par contre ils sont pas du tout en mode repos. Arkea BNB à l'attaque pour essayer de ramener justement tout ce petit monde sur les deux hommes de tête. 27 secondes d'avance pour les deux fuyards. Et derrière, bah voilà, on donne tout. Parce qu'on le sait, l'année dernière, le peloton et les échappés s'étaient déjà fait avoir par des hommes seuls. Et je crois même que c'est Kevin Vauquelin en personne qui est obligé de faire le boulot. Derrière lui c'est un gros gabarit, mais en même temps chez Uno X ils font tous plus d'1m80, donc c'est compliqué de les discerner parce que c'est tous des beaux bébés. Ça descend vite, ça grimpe fort et ça sprinte beaucoup. Et là on peut vous le dire, les pilotes des motos qui vous permettent d'avoir ces belles images, bah, ils rigolent pas eux non plus, parce qu'avoir des coureurs juste derrière c'est pas évident, parce qu'ils descendent bien plus vite que vous. Allez, si vous nous retrouvez à l'instant, il y a actuellement deux hommes en tête. Vous êtes bien sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le vent ici est à peu près nul pour le moment. Il n'aura pas d'impact en tout cas. Et en tête de cette 46e édition du Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, on a Kevin Genietz qui apparemment a distancé un petit peu Alex Baudin dans la descente. Mais je pense que les deux hommes vont s'attendre, hein. Il reste quand même la montée de la Gineste. Alors on le sait, c'est pas la plus pentue. Mais justement l'avantage, si c'est roulant, c'est à deux, les relais vont, ils vont pouvoir se relayer les deux hommes et continuer d'essayer de creuser l'écart. Je pense qu'ils ont intérêt à s'attendre pour le moment. Il faut toujours se méfier de ces passages. On sait l'année dernière, certains avaient pris à droite, d'autres à gauche. Et on peut vite perdre quelques mètres. L'avantage quand on est à deux, on a moins l'occasion de se tromper. Et il me semble bien que c'est Kevin Vauquelin là qui est parti tout seul, qui s'est dit de toute façon ça s'entend pas derrière. Il faut que je trouve une solution. Et malheureusement tout seul contre deux, c'est pas forcément la meilleure solution non plus. Non, surtout en bas de descente. C'est vrai que maintenant on va avoir une portion un petit peu plus plane avant d'arriver au pied de la Gineste. Allez, on retrouve les deux hommes justement. Ça remonte tout de suite. Il faut remettre de la vitesse. Quelles impressions ils vous font? Alex Baudin a l'air très facile, hein, on le voit. C'est sans doute son style caractéristique, la langue bien tirée dehors. Il a l'air facile quand même. Kevin Genietz a l'air le coup de pédale un petit poil plus difficile. Après c'est un coureur d'expérience, hein, Kevin. Donc qui est souvent en forme en début de saison. Donc bon. En tout cas, ni l'un comme l'autre a pris les 5 kilos cet hiver, hein, que vous mentionnez avant. Ils ont l'air bien en forme, bien affûtés. Et on voit encore un. Derrière le groupe, ça rétrécit, il n'y a plus qu'une quinzaine de coureurs. Et c'est encore Arkea BNB Hotel qui appuie. Là, il me semble toujours Kevin Vauquelin. Ouais, ils n'ont pas envie de se faire piéger. Ils savent. Mais tout de suite, hein, tout de suite, le coureur de Décathlon AG2R la mondiale qui le rattrape pour pouvoir anéantir cette tentative. Kevin Genietz, hein, on en parlait. Alors là, on est avec Alex Baudin et on retrouve ce groupe. Ça va être compliqué, regardez, il y a deux Décathlon AG2R et deux Groupama FDJ. Comment vous voulez vous en sortir pour réussir à revenir sur les hommes de tête? Ouais, là ça va être compliqué pour le groupe de poursuivants. Surtout si l'équipe, si les deux équipes de contre jouent bien leur jeu, il va falloir se sacrifier. En tout cas, la Groupama FDJ roule très très bien, tout de suite en deuxième position. Ensuite les Décathlon AG2R la mondiale qui défendent aussi leur position. Il y a un gros travail d'équipe, même si l'écart descend derrière et plus qu'à 15 secondes. Ça va être compliqué quand même quand on voit la constitution de ce groupe de poursuivants.
Il y a quoi, allez, on va dire 4 coureurs d'équipes différentes, mais on a l'impression que certains ne passent pas. On a vu le coureur d'équipe au Pharma justement. Derrière, on les voit, hein, le coureur de la Lotto Destiny, l'Uno X, ils sont à l'arrière. Le coureur de l'équipe au Pharma aussi, ils ne prennent pas de relais. Et devant, finalement, c'est le coureur de Tudor qui fait tout le boulot. C'est pas la solution. Non, c'est pas la solution, mais on le voit derrière, il le laisse faire. Regardez, hein, on les voit, ils sont à l'écran. Ils sont vraiment à portée de vue. Et le coureur de Tudor fait un travail énorme. Alors, je suis surpris parce que tout à l'heure il y en avait 2-3, donc il y a dû avoir une cassure dans la descente. Ouais, Kevin Vauquelin là qui a l'air un peu désemparé quand même. On voit Aurélien Paré-Peintre qui est dans la roue du coureur de Tudor. Ça va être très compliqué. Pierre Gauthierat, bah voilà, ils avaient annoncé les cartes. Hein. Pierre Gauthierat, Aurélien Paré-Peintre. Il avait parlé aussi d'Alex Baudin. Et bah finalement c'est Alex Baudin qui est devant. Et ce groupe semble battu pour le moment. Hein. Là, ça y est, l'écart qui continue qui me remonte. 16 secondes, 17 secondes. C'est pas grand chose. Mais quand vous avez 4 coureurs sur 9 qui sont représentés parmi les deux devant, bah, c'est quand même compliqué de réussir à faire quelque chose. Oui, même s'il y a un gros travail là du coureur de Tudor. Je pense reconnaître que c'est Florian Stork. C'est Florian Stork. Donc Florian Stork, c'est un jeune coureur prometteur qui a été aussi sa première année professionnelle à mes côtés à DSM et Sunweb à l'époque. Et était connu justement pour ça, pour être un coureur vraiment battant qui se bat dans l'échappée. Et là c'est pareil, hein, il ne calcule pas son effort, il sait que la seule chance c'est de ne pas attendre les autres parce qu'il y a 6 coureurs en tout donc, qui ne rouleront pas. Voilà, est-ce que c'est une attaque d'H2R Décathlon, une accélération? Oui. Alors attention à ne pas se marcher dessus. Ouais, c'est ça, c'est Aurélien Paré-Peintre qui a tenté d'y aller. Alors c'était toujours compliqué quand on a un homme devant. Alors est-ce que, on sait maintenant ils ont des oreillettes, ils peuvent communiquer entre eux. Est-ce que Alex Baudin lui a peut-être dit finalement je suis pas si fort que ça, je sens que Kevin Geniet c'est fort, n'hésite pas à y aller. Ou est-ce que plutôt c'est pour faire une attaque, se faire attraper tout de suite, ralentir et essayer de jouer les troublions dans ce groupe de poursuivants? Là c'est je peux imaginer que Baudin ce soir quand il regarde le résumé, s'il regarde les résumés, si ça n'a pas été une décision prise par la voiture, râler un petit peu. Et à la fois si c'est lui qui mène, là peut-être qu'il mène un faux rythme. On voit l'écart qui ne cesse d'augmenter. On a l'impression que malheureusement les coureurs qu'on voit là sont piégés. Hein. Oui, il me semble que personne a aussi les jambes pour aller boucher les 25 secondes sur le duo. Voilà, donc derrière ça se regarde. Ce qui va permettre aux coureurs à l'avant de la course. Regardez, hein, il y a quand même 4 coureurs qui ont des coureurs à l'avant, entre les deux de Décathlon H2R Mondial et de Groupama FDJ. Voilà, clairement ça ne roule plus. Hein. C'est fait, on a envie de dire, on est à 16 km de l'arrivée. Ouais. Et voilà, finalement, c'est le coureur espagnol, c'est Pau Miguel qui tente de relancer l'allure. Mais on le sait, c'est plus difficile de sortir finalement, même quand on est un grimpeur, on le voit, son gabarit, il est léger. Mais les pentes ne sont pas suffisamment impressionnantes pour pouvoir faire la différence. Non, mais là c'est vraiment un phénomène aussi de puissance. On le voit, hein, la route là, elle est entre 4 et 6%. Sur une accélération, ça peut rentrer, mais le problème c'est que et surtout ça se regarde en ligne de mire au final. Alors certes il y a du temps, mais quand on les a en ligne de mire ça donne envie de rentrer quand même. Oui, le problème c'est que là par exemple les deux coureurs à l'avant continuent de rouler, ils roulent ensemble, alors que derrière ça fait des grosses accélérations, ça ralentit, ça casse les pattes aussi comme on dit, parce qu'on fait quand même des grosses charges d'acide lactique quand on accélère. Ensuite après on change de rythme, il faut relancer, jouer avec le braquet, alors que devant c'est beaucoup plus fluide. Là derrière ça se regarde, ça discute, qui y va, qui va pas. Ça rentre de derrière justement. Mais pour le moment en tout cas le peloton n'est pas assez conséquent. C'est des hommes là, on vient de voir un homme de la Cara Rural. On vient de voir Edouard Prades qui vient de rentrer. Mais ça ne suffit pas finalement. Non, je vois là Vauquelin qui est derrière. Est-ce qu'il attend pour mettre une attaque de derrière justement pour surprendre? Là on voit le retour notamment, le 127, on vous en parlait, Matteo Trentin. Le coureur italien qui a remporté des victoires sur les 3 grands tours. Alors ça commence à dater, il est plutôt en fin de carrière, mais il a toujours la bonne patte et puis surtout une expérience. Oui, il a signé 3 ans hein, avec Tudor. Donc l'âge ne compte pas pour Matteo Trentin. On voit que ça pioche quand même devant. Ils ont dû faire des efforts pour sortir dans cette route des crêtes. Ça peut se payer même si on sait que la Gineste c'est assez roulant.
Oui, après, il faudra vraiment faire attention sur la deuxième partie, donc la partie descendante, mais aussi ce faux plat qui nous emmène jusqu'à l'arrivée. Cela, perdre 30 secondes à se regarder, à qui joue pour lancer le sprint, pas lancer le sprint, à sauter des relais, ça peut aller très très vite. Donc là, bon, c'est Trentin est rentré, Florian Stork fait son boulot, il doit boucher le trou, car Trentin est de loin l'homme rapide. Allez, nous sommes à 15 km de l'arrivée. On vous fait un petit point. Le groupe que vous voyez en face de vous, c'est le groupe des battus parce que devant, il y a ces deux hommes. Il y a Kevin Genietz, le luxembourgeois que vous voyez en plein écran, qui va laisser le relais à Alex Baudin, le jeune coureur français de l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Les deux hommes ne calculent pas, là on donne tout parce qu'il faut distancer, il faut se mettre le plus de distance. Parce qu'on le sait, cette ligne droite d'arrivée, elle fait 2 km d'aller interminable. C'est la plus longue de la Coupe de France. Et un groupe de 2 contre un peloton de 50, autant l'écart peut se réduire très très vite. Oui, plus pour le côté tactique que le côté puissance. On sait qu'un sprint à 2, souvent, on peut perdre même 1 minute sur 5 km parce qu'il y a ce phénomène de jouer. Là, c'est vrai que quand il y a 40 secondes, ça aussi donne au groupe de 2 moins de temps de réflexion en fait. Ils savent qu'ils peuvent pas jouer. Donc est-ce que 40 secondes c'est finalement un bon chiffre pour eux alors que s'il y avait peut-être 1 minute, ils seraient plus là, encore plus à se regarder alors que là, bon, ils prennent leur relais. Mais le problème pour ce groupe de battus dans lequel on voit Kevin Vauquelin avec le dossard numéro 27, c'est qu'il n'y a qu'un homme qui roule contre 2 à l'avant. Un homme, même si Florian Stork est fort, ça ne suffira pas. Il a pas d'aide pour le moment, on le voit. Juste derrière lui, ces 2 coureurs d'AG2R. C'est Pierre Gauthierat et Aurélien Paré-Peintre qui sont juste là pour casser le rythme et empêcher tout retour. Pierre Gauthierat que vous voyez là, le numéro 4 qui est en train de descendre et un petit peu, j'imagine, faire une revue d'effectifs. Et je pense qu'à l'avant, il y a peut-être un peu plus de vent aussi. Donc il va se mettre en 3-4e position. Et l'Orange Vélodrome de Marseille. Malheureusement, l'OM a été tenu en échec hier face à Monaco. 2 buts partout. Et Notre-Dame-des-Anges derrière. C'est là-bas, tout au fond de l'image, en plein centre, que l'arrivée va se jouer. Mais pour le moment, pour les coureurs, voilà, il faut encore en finir avec cette route, ce col de la Gineste. Qui est beaucoup plus facile dans sa deuxième partie. Beaucoup plus roulant. Et là, on retrouve justement le petit groupe qui est juste derrière. Alors, on n'a pas parlé encore, mais il y a le dossard 73, Marcus Houlgaard, qui est justement l'un des derniers rescapés de l'équipe Uno X. On ne pensait pas forcément à lui ce matin. Non, j'avais imaginé que Lachmann il aurait pu tenir les roues. Alors est-ce qu'il a des objectifs qui sont beaucoup plus lointains? Là devant, ça se pose pas de questions. Ça s'entend bien encore, le petit coup du coude. Ouais, pour le moment on le voit, hein, les deux coureurs s'entendent à merveille. Et à votre avis au sprint, si ça doit arriver au sprint entre les deux, pas facile. Hein. C'est pas facile, hein. Oh. On le sait, Kevin Genietz sprinte bien. Oui, pas facile. En plus, les arrivées à 2, c'est pas toujours le plus bon des sprinteurs qui gagnent. Il y a le timing, il faut mettre le bon braquet. Alors que voilà, on a l'attaque de Kevin Vauquelin, mais bien sûr, le Français qui l'année dernière avait remporté le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, qui en place une où il est parti en costaud là. Il n'y a personne qui a pu prendre la roue, excusez-moi. Impressionnant. Ouais, je le voyais derrière là, il se faisait un peu oublier. J'attendais cette attaque. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Il a essayé de partir dans la descente. Il n'a pas réussi. Le voilà reparti dans la montée. Mais comme vous le disiez, hein, ça monte pas beaucoup. Alors après, c'est un très bon rouleur, Kevin Vauquelin. Vous le voyez dans son style caractéristique. Là, il va tout donner. De toute façon, il n'y a plus de questions à se poser. Il n'y a personne avec lui. Il n'y a pas le choix. C'est à 100% jusqu'à l'arrivée. Ouais, il ne faut pas qu'il se retourne. Mais il sait faire ça. Hein. Il a gagné une très très belle course l'année passée en partant juste après le kilomètre sans se retourner. Il a 2,6 km pour aller rejoindre l'échappée. Et derrière, c'est l'Auto Destiny qui emmène. Ouais, parmi les Lotto Destiny, il y a notamment Yeno Bergmoes. Pour ceux qui étaient là avec nous l'année dernière, il était déjà dans l'échappée qui avait la bonne échappée. Il avait fini dans les 10 premiers, le Belge. Mais là, donc il était parmi les costauds, mais malheureusement,
bah, eux n'ont pas en tout cas la giclette comme on dit dans le jargon suffisante pour partir. Voilà, et Trentin, Matteo Trentin qui attaque sur la gauche de la route. Ah, lui aussi est capable comme ça de partir de loin, même si aujourd'hui c'est quand même plus un sprinter pur. Mais tout de suite voilà, il n'y a pas le choix. Quand on voit un Matteo Trentin partir, on le sait, il est tellement fort au sprint, on peut pas le laisser partir. Et c'est il me semble Quentin Paché qui a tout de suite sauté dans sa roue. Non, c'est Rémi Rochas, vu le gabarit. Et Quentin Paché est 2 places plus loin. Avec un coureur de Décathlon AG2R, la mondiale entre les deux, sans doute Aurélien Paré-Peintre. Là clairement, pour ces hommes, malheureusement, on va se jouer sans doute la 4e place aujourd'hui. Et là, Matteo Trentin, clairement, il se dit ok, si j'arrive au sprint, j'ai une chance de gagner le sprint ou pas, parce qu'il a plus d'équipier. Donc il a aussi dit, et là, si j'attaque pas, je perds tout. Il a même pas la chance de gagner la course, et j'ai même pas la chance de gagner peut-être le sprint du petit groupe. Là, il se pose moins de questions, hein, Vauquelin. Avec le casque aéro, bien posé. Après on va dire l'avantage, c'est vrai qu'il est parti sans doute peut-être un peu tard, mais il a sans doute dû attendre un moment un petit peu de comment on pourrait dire de temporisation dans le groupe pour pouvoir avoir justement réussir à partir sans avoir personne dans sa roue, parce que justement il a réussi Kevin Vauquelin à partir sans coureur de l'équipe Décathlon AG2R ou de l'équipe Groupama. Au moins il est tranquille. Ouais, c'est ça, c'est attendre un peu en arrière de peloton, voir l'ouverture. Il y a de la chance que la route est très large, donc il a toute la route pour choisir de quel côté partir. Et vraiment mettre une grosse attaque pour dissuader les coureurs d'aller prendre la roue, de boucher le trou. Alors en théorie c'est très facile à faire, sur la pratique moins. La preuve c'est que Trentin n'a pas réussi, mais il était plus placé sur l'avant de la course qu'on a attaqué. Alors est-ce que ce qui peut sauver Kevin Vauquelin, c'est peut-être le fait que cette route de la Ginesse soit quand même relativement droite, donc il les a peut-être toujours en point de mire, ou tout du moins toujours les véhicules qui sont juste derrière les 2 hommes de tête. Oui, là à 20 secondes il les a en point de mire. Ah, il donne tout Kevin Vauquelin. On le rappelle, un vainqueur d'une étape et vainqueur du classement général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On sait qu'il est venu, on avait appelé Maxime Bouet qui a pris sa retraite. On sait qu'il était venu reconnaître le parcours cet hiver. Il a dit cette année, dès le début de saison, je veux performer. Et en tout cas, il répond de la parole par des actes. Mais apparemment, sa présence devant ne plaît pas, en tout cas, aux coureurs de Décathlon AG2R, la mondiale. Il me semble que c'est Aurélien Paré-Peintre qui tente de repartir tout seul. Ouais, il va aller chercher son résultat aujourd'hui. C'est sont maintenant 4 avec encore Matteo Trentin. Ah, ils sont pas loin, hein. Kevin Vauquelin qui n'arrive pas à faire le trou sur ses hommes, qui a l'air d'avoir toujours 22 secondes de retard sur les 2 hommes de tête. Ça va être compliqué hein, pour le coureur de l'équipe Arkea BNB Hotel. L'avantage c'est qu'au moins il n'a plus de questions à se poser. Ça ne sert à rien de regarder derrière, de toute façon. La victoire elle se joue devant lui avec ces 2 hommes. Kevin Genietz devant, ça y est, ils sont quasiment au sommet du col de la Ginesse. Ils vont plonger vers Marseille. Alex Baudin qui va prendre son relais. Normalement la victoire ne devrait pas leur échapper à ces 2 hommes. Allez, 10 km du boulevard Michelet. Restez avec nous. Le suspense est entier. 2 hommes pour la gagne pour le moment. Et une descente sinueuse, compliquée. On a vu que Kevin Genietz tout à l'heure avait pris les devants et avait réussi à prendre un peu d'avance. Est-ce qu'il peut essayer aussi peut-être de faire ça pour s'éviter un sprint? Ça peut être aussi la solution. Non, je pense que même s'il prend quelques longueurs d'avance dans un virage, il y a encore la place en bas pour revenir. La route est large, on arrive dans des portions plus urbaines. Et Kevin Vauquelin qui ne les a plus en ligne de mire. Ça va être compliqué pour le leader d'Arkea BNB Hotel de revenir. Qui utilise bien toute la largeur de la route. En tout cas, sa 3e place a l'air sécurisée. Derrière, on a de nouveau le groupe en entier. Et avec un coureur de Décathlon AG2R, la mondiale, pour mener les débats. Mais la victoire, elle se joue là. Elle se joue avec ces 2 hommes. Et vous le voyez, Kevin Genietz est quand même beaucoup plus à l'aise que Alex Baudin en descente.
Il prend tout de suite quelques mètres d'avance à chaque fois. Et comme vous le disiez, ça va être compliqué quand même de se dire bon, une fois qu'on est arrivé, on n'est pas si loin que ça du boulevard. Mais est-ce que je suis capable encore de tout donner et d'être à fond pour pas qu'il revienne? Sachant qu'on a vu, c'est quand même Alex Baudin qui, dans la montée des crêtes, a été le plus impressionnant. Oui, tout à fait. Hein. On le voit, Geniez prend plus de risques, il est plus à l'aise aussi. Mais de là à vraiment ouvrir un écart sur une descente comme ça, je vois pas. Hein. Ce sera une longueur d'avance, ce sera 10 mètres, 15 mètres. Mais sans vraiment un danger. Allez, l'écart qui ne bouge pas. 27 secondes, 29 secondes. 30 secondes d'avance. 30 secondes d'avance sur un homme seul, c'est suffisant pour aller au bout normalement. Surtout que l'entente est toujours parfaite entre les deux hommes. Kevin Geniez devant. Alex Baudin juste derrière. Vous avez vu, hein, il respecte. Hein. Avant, on pouvait prendre des positions, comme on disait, aérodynamiques pour pouvoir descendre plus vite. Aujourd'hui, c'est interdit. Oui, on n'a plus le droit de s'asseoir sur le cadre. Il y a aussi une nouvelle loi qui est sortie sur les angles des cocottes. On a vu depuis 2-3 ans tout et n'importe quoi en termes de cocottes. Vous étiez quasiment à 60, même 90 degrés dans certains cas. Ça devenait très très extrême. Cette année, Lucie a redressé les guidons. Donc on a les cocottes doivent être droites, légèrement inclinées si l'on veut, mais pas un ajout de position au chronomètre comme il pouvait faire l'année passée. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là comme ça quand vous êtes à 7 km? Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, quand même d'être voilà, à 2 pour la gagne. Faut essayer on joue sur quoi? Sur le mental, on tire la langue, on refuse un petit relais de temps en temps. Comment ça se passe? Alors sauter le petit relais, ça aide toujours. Faut le faire très intelligemment pour pas casser ce rythme et deux, embêter son compagnon d'échappée. Parce que s'il commence à se rendre compte que c'est fait exprès et que ça ne devient plus sauter un relais parce qu'il a besoin de souffler, mais sauter un relais parce que je veux essayer de faire quelque chose dans le final, prendre un avantage sur toi, la relation s'inverse, elle est plus autant homogène qu'elle était quand sauter un relais, c'est une chose très normale, c'est très toléré. On saute un relais, un petit coup de coude, il y a aucun problème. C'est quand c'est fait beaucoup trop souvent et à 5 km de l'arrivée. Allez, voici hein, le groupe qui se bat pour le moment pour la 4e place. Malheureusement pour eux, il n'y aura pas de podium aujourd'hui. Et même là encore, ça se regarde. Ils sont qu'à 12 secondes hein, de Kevin Vauquelin. Qu'à 16 secondes pardon. Mais ça ne va pas suffire. Puis c'est toujours compliqué parce que c'est vrai qu'ils ont envie de peut-être revenir sur le 3e. Mais si les deux hommes de tête, c'est aussi le problème. C'est ce qu'on se dit, hein, quand on est qu'à 2, du coup il va y avoir sans doute un jeu où on se regarde pour savoir qui lance le sprint en premier. Et dans ces moments-là, on ralentit énormément et les groupes qui sont derrière peuvent revenir. Oui, là je pense qu'ils vont vraiment aller jusqu'au moins 2 km de l'arrivée. Une fois qu'ils vont passer le rond-point et vraiment arriver sur le boulevard Michelet, est-ce qu'ils vont se regarder dans les 500 derniers mètres, dans le dernier kilomètre? Là ça se regarde un peu derrière. On a quand même toutes les informations à l'oreillette, mais le petit coup d'œil, ça vaut plus qu'une poignée de secondes. Allez, moins de 5 km pour les deux hommes de tête. Vous êtes bien sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Celui que vous avez à l'image en ce moment, c'est Kevin Vauquelin, qui est malheureusement battu, qui est parti un petit peu à contre-temps, pas suffisamment fort dans la route des crêtes pour pouvoir suivre les deux hommes de tête et qui tente de revenir. Alors lui, au moins, il ne se pose pas de questions, mais la gagne pour le moment, elle se joue là. Elle se joue entre Kevin Geniez, le numéro 12, le Groupama FDJ, le luxembourgeois, et Alex Baudin, le jeune coureur français de 22 ans, qui est né à Albertville le 25 mai 2001. Geniez a un petit peu plus d'expérience. Kevin Geniez, on le rappelle, 3e de la première étape du Tour des Alpes-Maritimes l'année dernière et 4e du classement général. C'est un coureur qui adore les débuts de saison. Hein. Donc c'est pas très étonnant de le retrouver à ce niveau-là. D'ailleurs la Groupama FDJ, une partie de l'équipe est en stage en ce moment justement. Les leaders, on les salue. Voilà ces deux gros rouleurs, hein. Kevin Geniez, on le sait, il a été aussi champion du contre-la-montre du Luxembourg. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire justement? On se donne à fond et on peut déjà, entre deux coureurs comme ça, se dire allez, on se donne jusqu'à 500 mètres.
on va pas peut-être dire une distance, mais on essaie de s'encourager mutuellement en disant allez, on joue pas au chat à souris, on se donne à 100% et puis que le meilleur gagne. En théorie, c'est génial. La réalité, c'est qu'il y en a toujours un qui ne veut pas emmener. Quelle est la meilleure position, surtout sur un sprint à deux, selon la typologie des coureurs, selon le choix du braquet. Là, il semble encore, oui, à vent d'eau sur la ligne. Quand on a l'avant pour emmener le sprint, il y a moins de désavantages que quand il y a un vent de face. Mais ça veut aussi peut-être dire qu'on peut partir plus loin pour surprendre le coureur qui est dans la roue. Donc la bataille de qui est dans la roue de qui, on sait toujours dans la roue c'est mieux. Mais c'est moins grave avec le vent de dos, en plus en faux plat descendant. Allez, ça y est, ils y arrivent à ce boulevard Michelet avec l'obélisque qui est là pour les accueillir. C'est c'est la plus grande, on l'a déjà dit, hein, mais c'est la plus grande ligne droite d'arrivée, 2 km, imaginez-vous. D'ici, ils le voient déjà, mais alors ça y est, tout petit, c'est tout petit et du coup ça semble infini. Et c'est difficile justement de jauger, peut-être plus qu'ailleurs, le moment où on va pouvoir déclencher son sprint, parce qu'on a l'impression qu'on y arrive, mais en fait c'est toujours très loin. Oui, c'est toujours très loin. C'est plus facile de calculer quand on dit le dernier virage est à 400 mètres, il faut rentrer en tête. C'est plus simple à gérer. Là, sur un boulevard qui est large de 5 voies et long de 2 km, même si on voit le panneau 500 mètres, quand on n'est pas un vrai sprinter pur, c'est difficile de jauger combien est long 500 mètres. Est-ce que c'est 30 secondes? Est-ce que c'est 25 secondes? Est-ce que c'est 12 secondes? Donc pour gérer son sprint, c'est autre chose. Est-ce qu'on part à 300 mètres? Est-ce que justement il est plus explosif et il peut attendre 200 mètres? Donc il y a plein de questions qu'on peut se faire. Et on le voit justement, 1 km 2 de l'arrivée, ça y est, Alex Baudin ne veut plus passer. Et du coup, Kevin Genietz a fortement ralenti. Et derrière, il y en a un qui se pose pas de question, c'est Kevin Vauquelin. Lui, de toute façon, il doit tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée. Il avait 20 secondes, ça va se réduire. Mais bon, normalement, ça doit se jouer entre ces deux hommes. Mais bon, comme on le disait, c'est jamais fini. Alors faites vos jeux. Kevin Genietz, le luxembourgeois au premier plan de la Groupama FDJ. Ou le français Alex Baudin, le jeune français, 22 ans, qui n'a toujours pas remporté de victoire professionnelle, si je ne m'abuse. Et Vauquelin qui revient très fort. Vauquelin qui revient très fort derrière. Genietz qui roule très intelligemment, l'expérience. Il choisit un côté de la route parce que du coup ça évite de se faire surprendre par le côté inverse. C'est le jeu. On a l'impression d'avoir deux pistards là. L'expérience de Kevin Genietz, 27 ans, contre la fougue du jeune français Alex Baudin, 22 ans. Alex Baudin sans doute un peu moins bon sprinter. Et c'est Kevin Genietz qui déclenche en premier. Pour le moment, le français est calé dans la roue, mais il n'arrive pas à passer. Est-ce qu'il va attendre sagement, ou est-ce qu'il n'est tout simplement pas assez fort pour doubler? Kevin Genietz en tête pour le moment. Alex Baudin qui tente de faire son effort, mais non, il sera trop court. La victoire sera pour le luxembourgeois Kevin Genietz devant Alex Baudin. Et des grosses désillusions pour Kevin Vauquelin qui va échouer à 7 petites secondes du duo de tête. Il n'a vraiment pas manqué grand chose au coureur d'Arkea BNB Hotel. Non, mais un fantastique effort d'avoir essayé de rentrer sur les deux hommes de tête. Une très belle victoire de Kevin Genietz qui a bien géré son arrivée. Il est parti loin, vent dans le dos, sur la droite de la route. Il a bien fait attention, il a fermé l'angle. Très belle victoire. Magnifique, magnifique Kevin Genietz. Et voilà le peloton débattu. Ils sont une petite dizaine à se battre pour la 4e place. Mais la victoire, elle est déjà passée depuis 45 secondes. C'est le luxembourgeois Kevin Genietz qui s'est imposé. Alors après, on le dit, même les petites places, elles sont importantes. Parce que ça rapporte des points au classement de la Coupe de France, au classement UCI. Et notamment pour des équipes comme Nice Métropole sur la droite. Avec Damien Girard. Assez compliqué, Quentin Paché qui pour le moment fait l'effort. Et finalement, c'est le coureur d'équipe au Pharma, sans doute Pau Miguel qui est en train de passer en tête. À moins que ce soit le retour à gauche. Oui, sans doute Pierre Gauthera, déjà en forme en ce début de saison. Et Aurélien Paré-Pinty franchit la ligne à son tour, tranquillement. Et ceux qui nous auront déçus, c'est sans doute la Total Energy. On voit passer seulement, voilà, avec 1 minute 27 de retard. Kevin Genietz qui pleure en larmes. C'est pour ça. Une belle victoire pour le coureur luxembourgeois, sa 4e victoire en carrière. C'est un coureur qui n'a pas souvent l'occasion d'être leader. C'est souvent un superbe équipier pour les leaders de la Groupama FDJ, mais il a rarement l'occasion de jouer sa carte. Il a rarement l'occasion de jouer sa carte, à part sur les courses de début de saison. Et
Et là, il a vraiment fait une très belle course. On voit, je pense qu'il a eu un petit coup de moins bien. Kevin Vauclin qui est venu le féliciter. Voilà, c'est sport, on le sait. Hein. Il parle français, le luxembourgeois. Kevin Genietz, 27 ans, qui vient inscrire son nom à cette 46e édition du Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. 1m93, 73 kg, un sacré gabarit aussi. C'est le genre de coureur que vous aimez justement avoir comme équipier, qui va vous protéger un bon bout de l'étape. Et aujourd'hui, il a pu jouer sa carte personnelle. C'est aussi ça l'avantage d'avoir une grosse équipe. C'est Yvon Caher, hein, le nouveau directeur sportif de la Groupama FDJ, hein, qui avait fait 8 saisons chez Arkea, qui doit être content. Superbe victoire. Et puis malheureusement, Alex Baudin n'a rien pu faire. Hein. À un moment donné, la puissance, elle parle toute seule. Il a essayé, on l'a vu, il a joué intelligemment, il est resté dans la roue le plus longtemps possible, mais il pouvait tout simplement pas passer. C'est un sprint vraiment très long, hein. Tout tendanceuse sans jamais se rasseoir. Ah, cette rage, elle est belle cette image. L'effusion de joie du directeur sportif de Mecado, c'est évidemment important. Donc, après, c'est pas n'importe qui non plus, il avait fait 16e de l'Amstel Gold Race, 29e du classement général du Critérium du Dauphiné. Et on vous laisse profiter de Marseille, vue d'au-dessus, vue du haut, cet orange vélodrome, le fief de l'OM. Et on a bien vu, hein, tous les groupes arrivent au sprint. Vous aviez parlé de l'importance de ces points. Ça fait 2 ans que l'UCI a remis un classement par points avec un système de relégation. Donc vous voyez, même 4 minutes après, quasiment, les coureurs sprintent encore pour aller chercher ces places. Et toujours ce stade Vélodrome. Magnifique, qui domine. Avec ses 60 000 places. 67 394 pour être exact. Et on va vous laisser découvrir tout de suite le classement. Donc Kevin Genietz, Alex Baudin pour le duo de tête, Kevin Vauclin et bien sûr Pierre Gauthera devant Pau Miguel Delgado qui règle le sprint débattu. Quentin Paché pour un beau tir groupé de la Groupama FDJ fait 6e. Berk Moès, Prades, Trentin dont vous avez parlé parmi les favoris et la superbe 10e place de Damien Girard, un coureur qui évolue chez Nice Métropole Côte d'Azur, une équipe de 3e division. Ouais, très belle performance. Allez, on écoute tout de suite le vainqueur du jour, Kevin Genietz au micro de Sabrina Sauner. Kevin, quelle course! Vous êtes allé la chercher dès le 30e kilomètre, cette victoire. Ouais, voilà, c'était ma première course de la saison. C'est ma 6e saison pro. Et j'ai toujours travaillé pour les leaders très souvent. Et là, en cette début de saison, j'ai ma chance et je suis extrêmement content de m'imposer. Dans ce duo, dans cette course que vous avez fait à deux, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment vous avez travaillé justement à deux? Alors, on s'est dit qu'il faut plus longtemps être ensemble parce que c'est clair qu'à deux, on est plus fort, surtout sur un final comme ça. Voilà, et après, j'ai dit c'est aujourd'hui ou jamais que je gagne. Vous l'avez joué aussi à l'expérience, hein, parce qu'on vous a vu dans les derniers mètres. À quel moment vous vous êtes dit faut que j'y aille, faut que j'attaque? Je me suis dit, ma force, c'est vraiment le lactique. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un sprint vraiment long pour essayer de l'avoir sur le lactique. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. Vous aviez vu juste, Nicolas? Oui, j'ai vu juste, oui. Mais vous savez, c'est voir juste et c'est génial quand un coureur donne sa tactique, parce que souvent, on dit, oui, ils sont pris dans les émotions. Moi, je pensais qu'il fallait qu'il fasse ça. C'est génial, un, qu'il l'ait fait, et deux, qu'il explique que c'est ce qu'il a voulu faire et pourquoi il l'a fait. Puis il le disait aussi, hein, c'est vrai qu'il n'a pas souvent l'occasion de jouer sa carte. Là, c'est le leader désigné de l'équipe Groupama FDJ pour ce Grand Prix cycliste la Marseillaise et aussi pour l'étoile de Bézège qui va s'en venir. C'est le moment ou jamais pour montrer qu'il peut aussi jouer ce rôle de leader. Oui, c'est ça, c'est peut-être qu'une fois ou 2 fois par an. Donc ça laisse beaucoup de chances d'erreur entre guillemets. Et là quand on peut s'assurer une victoire sur une des premières courses de la saison pour le moral, mais pas seulement le sien, pour le moral de les équipiers, pour le moral de l'équipe. On sait que chaque année les équipes font la chasse à la première victoire. Bah là, ça y est, c'est fait chez Groupama FDJ. Ils ont leur première victoire. Ah, c'est les copains qui sont en stage en ce moment, qui doivent être contents. David Gaudu, lui qui a tant travaillé sur le dernier Tour de France. Kevin Genietz pour David Gaudu et Thibaut Pinot notamment. C'est un beau retour de flamme.
celle-là va lui faire plaisir. Et puis bah, quoi de mieux, alors on le sait, hein, il y a un mythe sur le Grand Prix cycliste La Marseillaise. On dit que quand on gagne, la suite de la saison est compliquée. Mais je crois que ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de contre-exemples. Oui, je pense qu'il y a des mythes qui sont très anciens et qui ont été prouvés faux. Alors, on ne se lasse pas de ces images, on vous laisse profiter de la bonne mère. Il y avait le mythe du championnat du monde, c'était un peu la même chose. En général, le champion du monde avait une saison catastrophique avec le maillot à liseré. Et bon, on a vu dans les dernières années les champions du monde s'imposer sur un grand nombre de courses. Allez Nicolas, expliquez-nous justement ce sprint qui nous expliquait tout à l'heure Kevin Geniette. Donc là on voit, hein, il est aux 300 mètres, donc comme il a dit, c'est un sprint long. Il avait bien gardé la porte fermée à droite. Là il est très très propre au milieu de la route. Il sait qu'il faut absolument pas qu'il se rassoie. Et il ne faiblit pas. Hein. Non, il ne faiblit pas. On voit Alex Baudin qui donne tout, il tente de passer et puis on voit très vite qu'il se rend compte que de toute façon il aura pas ce qu'il faut dans les jambes aujourd'hui pour aller le chercher. Ouais, après ça reste une superbe deuxième place pour le jeune coureur français. Hein. Oui, c'est une superbe deuxième place, très prometteur. Il a fait une excellente course, il est parti où il fallait. Il a accéléré là où il fallait et il se fait juste battre par un coureur plus expérimenté au sprint. Allez, le Vieux-Port, où toute l'activité maritime se concentrait jusqu'au 19e siècle. La Canebière, la plus célèbre artère de la ville, qui doit son nom au Caneble, le chanvre en provençal. Allez, on retrouve Sabrina tout de suite avec le deuxième du jour, Alex Baudin. Alors, quelle course vous avez fait? Deuxième, beaucoup de déception, j'imagine. Ouais, c'est sûr, je suis déçu de ne pas apporter la victoire à l'équipe après avoir fait tout ça devant. Mais je savais que Kevin était très rapide au sprint, c'est pour ça que je l'ai laissé lancer. Mais j'ai pas réussi à le dépasser malheureusement. Donc bravo à lui, il était aussi très fort. Qu'est-ce qui a manqué selon vous? Peut-être un peu d'expérience? Bah oui, peut-être, mais je savais qu'il fallait que je reste avec lui pour aller au bout. C'est pour ça que je l'ai attendu dans la route des crêtes. Parce que tout seul, c'était impossible. Déjà à deux, c'était très dur. Et ensuite, on a tourné tous les deux pareil. Et je l'ai laissé faire le dernier kilomètre pour espérer le battre au sprint. Mais voilà, il n'y avait rien à faire. Donc je suis déçu, mais je pense pas qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Merci beaucoup, Axel. Et oui, déçu Axel, mais réaliste. Et puis pour la Groupama, c'est le carton plein puisque Laurens Pitti l'avait remporté lui sur la Cadel Even Ocean Race. Un début de saison parfait pour l'équipe française. Ouais, j'ai dit la première, maintenant ils ont gagné aussi aujourd'hui avec le décalage horaire. Mais à l'autre bout du monde. Allez, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci à notre réalisateur Romain François, à notre responsable éditorial Kader Boudaoud, à toutes les équipes techniques, à la rédaction de France 3 Provençal de nous avoir permis de vivre avec vous ce bel après-midi de sport. Merci Nicolas Roche pour vos analyses et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Ce soir, bien entendu, vous retrouverez le résumé de la course dans notre édition régionale. Et pour les amoureux du cyclisme, on vous donne rendez-vous du 8 au 11 février prochain pour suivre le grand retour du Tour de la Provence.
avec le journal La Marseillaise qui lance comme chaque année la saison cycliste professionnelle en France. Oui, bien sûr, on était ravis de cette épreuve, elle s'est passée excellemment, le soleil est éclatant, le monde est au rendez-vous, on a distribué beaucoup de journaux, il n'y en avait pas assez pour tout le monde, je m'en excuse, et puis rendez-vous demain en kiosque avec tous les résultats détaillés de l'analyse de la salle. Vous avez des compétitions, ça. Donc toute la semaine la Marseillaise sera sur l'étoile de Bessèges qui commence donc de mercredi à dimanche. De mercredi à dimanche, donc l'organisatrice de l'épreuve qui a pris le relais de son papa, Roland Fongine, qui avait créé l'épreuve. Donc la Marseillaise sera donc à partir de toute la semaine avec ses envoyés spéciaux sur l'étoile de Bessèges. Hein? À bout. À bout. Au Sénat, donc je reviens maintenant, donc dans quelques minutes, la cérémonie, vous pouvez applaudir tous les corps qui terminent, c'était l'ouverture de la saison cycliste, donc Pierre Guil, l'organisateur de l'épreuve. Des Alpes-Maritimes, vainqueur devant vous, il est récompensé donc par monsieur Léo Purgat, président et directeur éditorial de la Marseillaise, et Jean-Jacques Schneider, directeur général de la Marseillaise, le trophée donc de la Marseillaise et les applaudissements du public pour les champions venus du Luxembourg. Kevin Jeunesse qui reçoit également le trophée de la ville de Marseille, remis par Sébastien Gilles-Bayel, adjoint sport de la ville de Marseille, représentant le maire, M. Benoît Payan, et M. Pierre Guil, président du Grand Prix cycliste de Saint-Maurion. De Kevin Jeunesse se souvient de l'élevation du public marseillais. Allez, tout le monde est là, on l'a connu plus fort encore. Bravo donc à Kevin Jeunesse, vainqueur
avec nous Roland Villalonga. Vous pouvez l'applaudir, c'est lui qui a remis sur pied l'épreuve. On était ensemble au début des années 80 et le vainqueur, on a une pensée pour lui, est un certain Thierry Claverola, qui allait être le meilleur grimpeur du Tour de France et qui a été le premier vainqueur du Grand Prix de Marseille à Marseillaise. Nouvelle version. Bravo et merci Roland. Ah, le tableau. Ça va Kevin? Ah oui, on ne peut pas être plus heureux que lorsque l'on gagne. Alors je vais aller te voir un petit peu. Moi j'ai animé le gala Tour de France. Regardez le magnifique tableau. Voilà, le peintre. Claude Lucas. Voilà. Tiens Claude. Viens à côté du coureur, si tu veux. Voilà. Voilà Claude Lucas qui a fait un magnifique tableau représentant Marseille. Et les champions, on reconnaît très bien Kevin Geniels, il est là. Il avait prévu que Kevin Geniels passera à l'attaque. On va aller recueillir des impressions rapidement du vainqueur. Alors Kevin, la journée ne peut pas mieux commencer. On est encore au mois de juillet, mais ça sécurise au mois de janvier, je crois. Alors moi je l'avais au mois de juillet, mais il sera au mois de juillet. Au mois de janvier, je disais donc que ça sécurise le quelque chose. On rappelle qu'il a fait 2 au Tour de Bretagne, et il a brillé au Tour du Jura, et il a gagné au Tour d'Istrie, et aujourd'hui il est 2e, et il va recevoir donc le trophée du conseil départemental et le trophée Biblos Group, donc le département, et également donc monsieur Guillaume Robert, de leur directeur commercial de Biblos Group, voilà. Et le département est représenté par... Avec celui en effet le conseil départemental, on va faire un clin d'œil. Voilà, Marie-France, oui. Avec mon cher Daniel. Bonjour Marie-France. Voilà. Et on salue également, tu le disais, Guillaume Robert Deloré, le directeur commercial Biblos Group. Voilà, donc Marie-France vient de féliciter donc pour le département, eh bien le 2e de l'épreuve. Donc Alex Bedin, retenez bien le nom de ce jeune homme. On est en année olympique, il vient d'une cité olympique puisqu'il est né à Albertville et il est aujourd'hui la révélation d'épreuve, mon cher. Donc Vincent va maintenant vers le 3e. 3e en effet de cette 46e édition avec le trophée de la métropole ex-Marseille-Provence et du groupe Morin et les véhicules Ford. Voilà, c'est Kevin Vauquelin qui va nous... Tiens, je vais aller voir Alex, juste une parole. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit je vais l'épingler le luxembourgeois? Bah, j'ai espéré, oui, c'est sûr, dans la roue, mais j'ai pas réussi à me dépasser. Vous avez fait un sacré numéro dans le final. Ouais, c'est sûr, je me sentais bien dans la route des crêtes.
Voilà, après j'ai un petit peu attendu Kevin. Je savais que tout seul ça allait être compliqué. On s'est bien entendu tous les deux, donc on a pu aller au bout. Voilà, vous avez pu aller au bout. Le troisième nous rejoint justement. Vous pouvez l'applaudir comme une coquille. Donc triple médaillé au championnat du monde, triple championnat de France contre la montre. Et il est récompensé, mon cher Vincent, donc sur le podium, donc par Pierre Maillot. Donc c'est Lilia Soulac, adjoint au maire. Des 15e et 16e arrondissements, nous étions ce matin qui félicite le troisième de cette épreuve. Et puis on va saluer Pierre Maillot, directeur des ventes Ford Marseille, mon cher Daniel. Voilà, et vous avez devant vous le podium. Ils sont là, Kevin Genietz, le vainqueur, Alex Bodin le deuxième, et Kevin Bocquet le troisième. Nous ont livré une course magistrale. Allez, merci de les applaudir plus fort. Bravo donc à nos trois champions sur ce podium. Kevin Bocquet, regarde, il est en train de se dire, dommage qu'ils avaient 20 secondes d'avance. Eh oui, quelle finale. Alors Kevin, je passe, toi qui est l'un des meilleurs rouleurs du peloton, est-ce qu'à un moment tu t'es dit ça va le faire ou tu t'es dit ils sont pas faciles à reprendre? Bah, quand j'ai entendu 40 secondes, j'ai dit faut que je parte maintenant, ça va être chaud. C'est que de la descente, après c'était Vendôme, on sait jamais si ça se regarde. Ils sont bien entendus malheureusement pour moi et voilà, bah, j'ai essayé, je pense que j'aurais pas dû attendre avant. Et voilà, c'est pas comme ça. Amel Bouzera, responsable relations institutionnelles à la Française des Jeux, qui est avec nous, et Alain Clouet, le secrétaire général de la Ligue nationale du cyclisme, en présence d'Arnaud Platel, directeur général de la Ligue nationale du cyclisme, et de Pascal Chanteur, également de la Ligue nationale de cyclisme. Bravo à Kevin Genietz, donc qui marque 50 points.
également Pascal Caraneux, directeur général de Vacances Léo Lagrange. Et Paris Tomasi, donc, de Léo Lagrange, qui vont récompenser donc Jean-Louis Lemy, que vous avez devant vous actuellement. C'est l'un des coureurs en vue, donc capable de réaliser de bien belles performances, on le rappelle. Il a brillé au Tour de Bretagne, 3e au Kreis-Breizh, vainqueur à la Flèche de Locminé. Et si vous applaudissez un peu plus fort, Jean-Louis il va retrouver le sourire. Si vous l'applaudissez plus fort. On va continuer maintenant avec le meilleur jeune de l'épreuve, car de la 46e édition du Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, trophée Wagner, Bazin et Solimut. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui M. Philippe Wagner, président donc de la charcuterie Wagner-Bazin, qui va nous rejoindre. Philippe Wagner, qui est l'homme qui a créé cette nouvelle équipe. On va lui demander de nous rejoindre. Voilà Philippe Wagner qui va nous rejoindre. Je crois qu'on peut l'applaudir. C'est lui qui vient de créer une nouvelle équipe professionnelle, l'équipe Wagner-Bazin. Bravo, félicitations. Et donc le trophée Wagner va être remis au meilleur jeune, qui est Alex Bodin, le 2e de l'épreuve. Il a 22 ans. On va l'inviter à nous rejoindre. Une équipe qui s'est mise en évidence, puisque l'équipe avec l'équipe Wagner, avec donc Pierre Barbier qui a gagné une étape au Tour de Sharjah. Alors que nous avons maintenant, voilà, Alex Bodin, donc récompensé sur le podium. Il est le 2e et c'est le meilleur jeune. Le trophée Wagner-Bazin et Solimut. Les félicitations de Philippe Wagner, président de la charcuterie Wagner-Bazin, et de Lucien Marchettini pour Solimut, Mutuelle de France. Kerguil est au bout et en maillot bleu, c'est le meilleur jeune. À ses côtés, c'est son nouveau diététicien. Voilà. Merci, on continue avec maintenant. Représentant Azur et Construction de Michel Grisou pour la Société Nicolas, les amis donc, et la famille d'Alain Bernardi, Pierre Guil, donc le président de la course, et également Léo Purguette adresse leurs félicitations à Jean-Louis Levy. On continue maintenant avec la course. C'est bon.
quand même. Le voilà sur le podium. Bravo donc à Vermotte, le coin belge, qui a pris Mémorial Grand Conix Bleu, où il a pris la 2e place. C'est une course qui rend hommage à Georges Grand Conix Bleu, qui avait été l'un des grands champions, et il avait brillé également au Tour de Bretagne. Et nous allons terminer avec le prix du mérite.